19 septembre 1944. Münsterbusch, Allemagne. La trappe métallique était froide sous les mains gantées de Lafayette Poole, alors qu'il se tenait exposé à la position de commandant, scrutant les arbres devant lui dans l'obscurité avant l'aube. Ses ordres ce matin-là avaient été clairs, presque protecteurs. Pas de fer de lance aujourd'hui, Paul. Toi et ton équipage rentrez au pays pour une tournée d'obligation de guerre. Reste sur le flanc. Reste en sécurité. Mais debout dans cette tourelle à 10 km d'Aix-la-Chapelle, avec les dents de béton de la ligne Siegfried derrière eux, Paul connaissait une vérité que près de 3 mois de combat avaient gravée dans sa conscience. À la guerre, la sécurité est une illusion. Le char Sherman sous lui, peint avec les mots « In the Mood » en lettres capitales blanches, représentait la 3e fois que ces mots ornaient de l'acier américain sous son commandement. Les 2 premiers chars portant ce nom avaient été détruits. Celui-ci, en moins d'1 heure, allait les rejoindre dans un moment qui mettrait fin à la virée de destruction de chars la plus dévastatrice de l'histoire militaire américaine. L'air matinal portait l'odeur des gaz d'échappement diesel et de la poudre brûlée des combats de la veille. Paul pouvait entendre le grondement des autres Sherman se mettant en position, le cliquetis des chenilles sur les pavés, les voix graves des commandants de chars vérifiant leur position par radio. Quelque part devant, cachés dans les bâtiments et les décombres de Münsterbusch, les défenseurs allemands attendaient avec leurs canons de 88 mm et leurs Panzerfaust. Paul avait fait face à ces armes des dizaines de fois au cours des derniers mois. Il avait appris à les respecter, à les craindre, mais jamais à laisser cette peur le paralyser. Toute sa philosophie du combat de chars reposait sur un principe: frapper le premier, frapper fort, réduire la distance avant que l'ennemi ne puisse mettre à profit sa puissance de feu supérieure. Cette agressivité l'avait maintenu en vie à travers 21 attaques majeures, à travers la destruction de 2 chars, à travers d'innombrables appels serrés où les obus allemands l'avaient manqué de quelques centimètres ou avaient ricoché sur le blindage sans pénétrer. Mais ce matin-là, avec la maison et la sécurité à seulement quelques jours, la chance de Paul allait tourner. Le 14 juin 1941, Fort Sam Houston, Texas. Les papiers d'enrôlement portaient la signature d'un fils de fermier de 21 ans, d'Odom, Texas, qui avait abandonné ses études d'ingénierie au Texas College of Arts and Industries pour servir son pays. Lafayette Greenpool mesurait 1,88 m, une silhouette dégingandée, construite par des années de travail sur la terre sèche du sud du Texas, ses mains calleuses de la corde et de la charrue avant qu'elle n'apprenne les commandes d'un char Sherman de 30 tonnes. Il était né 5 minutes après son frère jumeau, John Thomas, le 23 juillet 1919, dans la petite communauté agricole d'Odom, bien qu'il ait grandi dans une ferme près de la ville voisine de Sinton. Les 2 villes se trouvaient dans les plaines côtières du sud du Texas, où la chaleur estivale dépassait 38 degrés et où la pluie restait rare. La vie dans une ferme texane dans les années 1920 signifiait un dur labeur physique du lever au coucher du soleil, s'occuper du bétail, réparer les clôtures, réparer l'équipement avec les matériaux qui pouvaient être récupérés ou improvisés. L'électricité restait un luxe que peu de familles rurales possédaient. L'eau courante venait de puits pompés à la main. Les divertissements consistaient en des programmes radio lorsque les batteries pouvaient être achetées et des rassemblements communautaires à l'église le dimanche. Paul et son frère jumeau John Thomas étaient proches malgré leurs tempéraments différents. John Thomas finirait par rejoindre la marine, servant pendant toute la guerre sur des navires dans le Pacifique. Leur sœur Tenny May complétait la famille Poole. Leur père John McKinley Poole et leur mère Marianne Lee Ruth Poole inculquèrent à leurs enfants les valeurs du travail acharné, de la discipline et du service. Le jeune Lafayette, surnommé Lefty par sa famille et ses amis, fit preuve très tôt de capacités athlétiques exceptionnelles et d'aptitudes scolaires. Il fréquenta le lycée Taft, diplômé en 1937, où il excellait au football comme joueur vedette, dont la vitesse et l'esprit de compétition le faisaient remarquer sur le terrain. Mais les talents de Paul allaient au-delà de l'athlétisme. Il possédait un esprit vif et une détermination farouche à réussir académiquement. Après son diplôme du lycée Taft en 1937, Paul s'inscrivit au Corpus Christi College Academy, une école préparatoire catholique pour garçons, réputée pour ses normes académiques rigoureuses. Paul prospéra dans cet environnement exigeant,
appliquant à ses études la même intensité qu'il mettait dans le football et le travail à la ferme. Il fut diplômé major de promotion en 1938, une réalisation qui ouvrit des portes pour sa future éducation. Paul s'inscrivit ensuite au Texas College of Arts and Industries à Kingsville, aujourd'hui connu sous le nom de Texas A&M University Kingsville, en se spécialisant en ingénierie. Son aptitude pour les mathématiques et les systèmes mécaniques laissait présager une carrière prometteuse dans l'ingénierie, mais l'éducation de Paul serait interrompue par des événements mondiaux hors de son contrôle. Pendant ses études, Paul pratiqua aussi la boxe, combattant dans la catégorie des 75 kg. La boxe correspondait parfaitement à son tempérament. Ce sport exigeait de l'agressivité, des réflexes rapides, une pensée stratégique et la force mentale d'encaisser des coups tout en continuant à se battre. Paul s'avéra exceptionnellement doué sur le ring, compilant un impressionnant palmarès amateur de 41 victoires sans défaite. Son style agressif et ses coups puissants lui valurent le titre de champion régional des Golden Gloves à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. L'organisation National Golden Gloves l'invita à participer aux finales nationales, une opportunité qui aurait pu lancer une carrière de boxeur professionnel. Paul déclina. Il avait d'autres projets. Les études d'ingénierie l'attiraient plus que la vie incertaine d'un combattant professionnel. Mais la discipline, l'agressivité et l'esprit de compétition que développait la boxe lui seraient utiles dans un combat d'un tout autre genre. En 1941, le monde était en guerre. L'Allemagne avait conquis la majeure partie de l'Europe. La Grande-Bretagne était seule face à la machine de guerre nazie. Le Japon s'étendait à travers l'Asie. Les États-Unis restaient officiellement neutres. Mais tout le monde comprenait que l'entrée de l'Amérique dans le conflit n'était qu'une question de temps. Les jeunes hommes à travers l'Amérique avaient un choix. Attendre d'être appelés ou s'engager et avoir un mot à dire sur la branche du service qu'ils rejoindraient. Paul prit sa décision. Le 14 juin 1941, exactement 6 mois avant que Pearl Harbor ne force l'Amérique à entrer en guerre, Lafayette Paul entra dans le bureau de recrutement de Fort Sam Houston à San Antonio et s'engagea dans l'armée des États-Unis. Il avait 21 ans, mesurait 1,88 m, pesait environ 80 kg et possédait la condition physique d'un athlète et la discipline mentale d'un érudit. L'armée allait le transformer en quelque chose de totalement différent. Un commandant de char qui allait devenir le plus meurtrier de l'histoire militaire américaine. La toute nouvelle 3e division blindée à Camp Polk, en Louisiane, devint l'introduction de Paul à la guerre mécanisée. La division avait été activée le 15 avril 1941, juste 2 mois avant l'engagement de Paul, dans le cadre de l'énorme expansion militaire américaine en prévision de la guerre. La 3e division blindée gagnerait le surnom de fer de lance pour son rôle dans la pénétration des défenses allemandes à travers la France et en Allemagne même. Toujours en tête de l'avance, poussant toujours plus loin en territoire ennemi que toute autre unité. Paul fut affecté à la compagnie I, 3e bataillon, 32e régiment blindé, où il servirait comme commandant de char dans le 3e peloton. Cette affectation allait définir sa vie. La 3e division blindée représentait l'engagement de l'Amérique dans la guerre mécanisée, un concept relativement nouveau qui s'était avéré dévastateur entre les mains allemandes lors de la conquête de la Pologne et de la France. La structure de la division reflétait les leçons tirées de l'observation des opérations des panzers allemands. Elle combinait des bataillons de chars avec de l'infanterie blindée, de l'artillerie, du génie et des unités de soutien, tous entraînés à opérer ensemble comme une force de combat cohésive. La puissance de frappe principale de la division provenait de ces bataillons de chars, équipés initialement du char moyen M3 Lee, un design de transition avec un canon de 75 mm monté dans une casemate latérale et un canon de 37 mm dans une tourelle. Le M3 Lee était obsolète avant même d'entrer en service, mais la production de chars américaine en 1941 ne pouvait pas encore livrer de meilleurs designs en quantité suffisante. Le M4 Sherman, qui allait devenir le char moyen standard américain pour le reste de la guerre, commençait tout juste sa production lorsque Paul rejoignit l'armée. L'entraînement à Camp Polk s'avéra intense et exigeant. Paul et ses camarades tankistes apprirent à opérer, entretenir et combattre depuis des véhicules blindés dans toutes les conditions imaginables. Ils pratiquèrent le tir jusqu'à pouvoir identifier des cibles et les engager en quelques secondes.
Ils apprirent les procédures radio pour coordonner avec d'autres chars, l'infanterie et l'artillerie. Ils étudièrent les tactiques et l'équipement allemand, apprenant les capacités et les vulnérabilités des panzers qu'ils allaient finalement affronter au combat. Ils effectuèrent d'interminables exercices sur le terrain, simulant des attaques, des défenses et des opérations de poursuite. La campagne de Louisiane devint leur salle de classe. Ses forêts et ses marécages fournissant un terrain qui imitait les champs de bataille européens où ils combattraient finalement. L'agressivité naturelle de Paul, ses instincts tactiques et sa farouche volonté de compétition le marquèrent immédiatement comme exceptionnel. Les officiers notèrent son intensité pendant les exercices d'entraînement, son refus d'accepter la deuxième place dans quoi que ce soit. Pendant la pratique de tir, le char de Paul marquait systématiquement parmi les plus hauts scores du bataillon. Pendant les exercices tactiques, Paul démontra une compréhension intuitive du terrain et des positions ennemies qui dépassait ce qui pouvait être enseigné en classe. Il étudia tout sur les chars, comment ils se déplaçaient, comment ils combattaient, où se trouvait leur vulnérabilité. Il apprit à lire le terrain comme un livre, identifiant les positions qui offraient des avantages en termes de champ de tir, de camouflage et de route d'avance ou de retraite. Plus important encore, Paul démontra du leadership. Les hommes sous son commandement le respectaient, lui faisaient confiance, le suivraient partout. Cette confiance serait gagnée et regagnée des dizaines de fois au combat. Paul exigeait la perfection de lui-même et de ses hommes, les poussant à travers d'innombrables exercices de tir, de conduite et de manœuvres tactiques. Il n'était pas cruel ou arbitraire dans ses exigences. Il comprenait simplement qu'au combat, la différence entre un équipage bien entraîné et un équipage médiocre était la différence entre la vie et la mort. Chaque seconde gagnée dans l'acquisition de la cible signifiait tirer le premier. Chaque obus qui touchait signifiait un char ennemi de moins pour riposter. Chaque communication radio correcte signifiait une meilleure coordination et un meilleur soutien. Paul inculqua ces leçons à son équipage jusqu'à ce que leurs actions deviennent instinctives. Charger, viser, tirer, recharger devint un rythme aussi naturel que la respiration. Identifier la cible, évaluer la distance, ajuster le tir devint une seconde nature. L'équipage aurait besoin de chaque parcelle de cet entraînement lorsqu'il entrerait finalement au combat. Lorsque l'opportunité se présenta de recevoir une commission d'officiers, Paul refusa. Les officiers commissionnés commandaient au niveau du bataillon ou de la compagnie, coordonnant plusieurs chars et unités de soutien depuis des postes de commandement. Paul voulait combattre depuis un char, mener depuis le front où il pouvait voir l'ennemi et prendre des décisions tactiques en une fraction de seconde. Il préférait rester près de son équipage, près du combat. Cette décision s'avérerait déterminante. Les sergents-chefs ne commandaient normalement pas de peloton au combat, mais les compétences exceptionnelles et le leadership agressif de Paul le verraient mener plusieurs chars dans attaque après attaque, ses supérieurs lui faisant confiance pour accomplir des missions qui reviendraient normalement à des lieutenants ou des capitaines. L'entraînement continua tout au long de 1942 et en 1943. S'étendant au-delà de Camp Polk à d'autres sites. La 3e division blindée se déploya au Desert Training Center, dans le désert de Mojave en Californie et en Arizona, où les vastes espaces ouverts et les conditions difficiles fournirent une excellente préparation pour un combat potentiel en Afrique du Nord. Les manœuvres dans le désert testèrent les hommes et les machines sous une chaleur extrême, une poussière étouffante et un terrain qui n'offrait aucun camouflage. Les commandants de chars apprirent à naviguer à l'estime à travers des étendues sans repères. Les équipages apprirent à entretenir leurs véhicules dans des conditions qui faisaient dilater le métal, fuir les joints et surchauffer les systèmes. Les leçons apprises dans le désert se révéleraient précieuses, bien que la 3e division blindée combattrait en Europe plutôt qu'en Afrique. Après l'entraînement dans le désert, la division se déplaça à Indiantown Gap, en Pennsylvanie, pour les préparatifs finaux avant le déploiement outre-mer. Les collines et forêts vallonnées de la Pennsylvanie ressemblaient davantage aux terrains européens qu'aux marais de Louisiane ou au désert de Californie. Ici, la division pratiqua les tactiques d'armes combinées qui s'avéreraient décisives en France et en Allemagne. Les chars avançaient avec le soutien de l'infanterie, protégés par des tirs d'artillerie, avec des ingénieurs prêts à franchir les obstacles et à dégager les champs de mines. La discipline radio s'améliora. Les procédures de maintenance furent affinées. Les points faibles de l'organisation et des tactiques furent identifiés et corrigés.
Fin 1943, la 3e division blindée était aussi prête au combat que l'entraînement pouvait la rendre. Pendant ces années d'entraînement, Paul vécut des événements importants dans sa vie personnelle. Il épousa Evelyn Wright pendant une permission en décembre 1942. Un bref moment de normalité et de bonheur avant son départ pour la guerre qui allait définir sa génération. Evelyn l'attendrait pendant toute la guerre, écrivant des lettres qui soutinrent Paul pendant les moments les plus sombres du combat, élevant une famille qui inclurait finalement 8 enfants, 4 fils et 4 filles. Le mariage durerait jusqu'à la mort de Paul près de 50 ans plus tard, témoignage de la force du lien qu'ils avaient de former pendant ces brefs moments ensemble avant que Paul ne parte pour l'Angleterre. En septembre 1943, Paul et le 32e régiment blindé embarquèrent sur des navires de troupes dans le port de New York, traversant l'Atlantique pour se regrouper en Angleterre. La traversée prit environ 2 semaines, avec des milliers de soldats entassés dans des paquebots et des cargos convertis, dormant dans des quartiers exigus, endurant des mers agitées et la peur constante des U-boots allemands. Le convoi zigzaga à travers l'Atlantique pour éviter les meutes de sous-marins, protégés par des destroyers d'escorte qui patrouillaient à la périphérie, larguant des grenades sous-marines à chaque fois que les contacts sonars suggéraient la présence de sous-marins. Paul et ses camarades tankistes arrivèrent sains et saufs à Liverpool fin septembre 1943. La 3e division blindée passerait 9 mois en Angleterre, de septembre 1943 à juin 1944, continuant l'entraînement et se préparant pour l'invasion transmanche que tout le monde savait imminente. La division se regroupa près de Liverpool et de Bristol dans le Somerset, effectuant des exercices à travers la campagne anglaise, apprenant à travailler avec des unités britanniques et recevant l'équipement final et les renforts qui amèneraient la division à son effectif complet. L'attente s'avéra difficile. Tout le monde savait que l'invasion et le combat étaient imminents, mais personne ne savait exactement quand ni où. Les rumeurs circulaient constamment, la sécurité était stricte, l'entraînement continuait. Pendant cette période, Paul connut sa première et unique défaite dans les sports de combat. Joe Louis, le champion de boxe poids lourd connu sous le nom de Brown Bomber, fit une tournée en Angleterre en juillet 1944 organisant des matchs d'exhibition pour les troupes. Louis était sans doute le plus grand poids lourd de tous les temps, une icône culturelle dont les victoires sur le ring étaient devenues des symboles de la force et de la détermination américaine. Sa seconde victoire sur le boxeur allemand Max Schmeling en 1938 avait pris une énorme signification politique comme une répudiation des théories raciales nazies. Maintenant, Louis utilisait sa célébrité pour remonter le moral des troupes, faisant des sparring avec des militaires dans des combats amicaux d'exhibition. Peu de soldats voulaient monter sur le ring avec le champion du monde poids lourd, mais Paul, toujours confiant, toujours compétitif, se porta volontaire pour un match d'exhibition. Le combat était prévu pour le 4 juillet 1944, le jour de l'indépendance, à Liverpool. C'était censé être une exhibition amicale, un léger sparring pour divertir les troupes. Paul avait d'autres idées. Sa nature compétitive et ses instincts de boxeur prirent le dessus. Il attaqua Louis avec agressivité, plaçant plusieurs coups solides qui surpriraient le champion. Louis répondit en passant son bras autour de Paul et en disant tranquillement « Homme blanc, je vais te donner une bonne leçon ». La leçon arriva rapidement et complètement. Louis procéda à donner une leçon de boxe à Paul, utilisant sa vitesse, sa puissance et sa technique supérieure pour dominer le jeune sergent sans réellement le blesser. Louis aurait pu mettre Paul KO à tout moment, mais choisit plutôt de démontrer l'énorme fossé entre la boxe amateur et professionnelle. Paul admettrait plus tard que Joe Louis l'avait retourné dans tous les sens sauf le bon pendant cette exhibition. Mais Paul repartit avec quelque chose de plus précieux que la victoire. Il apprit que même une puissance écrasante et des dons physiques supérieurs pouvaient être surmontés avec les bonnes tactiques, le bon moment, le bon coup. Il apprit que l'agressivité seule ne suffisait pas. La technique, le timing et l'intelligence tactique comptaient. Ces leçons lui seraient utiles dans les batailles à venir. 23 juin 1944, le port de Weymouth, Angleterre. La 3e division blindée commença à embarquer sur des navires pour la traversée vers la Normandie. L'invasion du jour J avait eu lieu le 6 juin, 18 jours plus tôt. Les forces alliées avaient sécurisé la tête de pont
et progressait à l'intérieur des terres face à une résistance allemande acharnée. Maintenant, les unités de suivi comme la 3e division blindée allaient traverser la Manche pour rejoindre la bataille. Les chars et véhicules de la division avaient été soigneusement étanchéifiés pour le débarquement amphibie avec des couvertures protectrices et des joints sur chaque ouverture pour empêcher l'eau de mer d'inonder les moteurs et les compartiments pendant la progression depuis les barges de débarquement vers le rivage. La préparation était minutieuse, mais les hommes restaient nerveux. Tout le monde avait entendu des histoires sur le chaos du jour J, les pertes sur Omaha Beach, les combats désespérés dans le bocage. Maintenant, c'était leur tour. Le 24 juin 1944, Omaha Beach, Normandie, France. La 3e division blindée débarqua 18 jours après le jour J sous une pluie régulière qui transforma la plage en un chaos boueux d'hommes, de véhicules et d'équipements traités dans des zones de rassemblement bondées. La plage portait encore les stigmates de l'invasion. Des barges de débarquement détruites gisaient à moitié submergées dans le ressac. Des fortifications allemandes détruites parsemèrent les falaises. D'immenses dépôts de ravitaillement de munitions, de carburant, de rations et d'équipements couvraient chaque espace disponible. La police militaire dirigeait la circulation, essayant de maintenir l'ordre alors que des milliers de véhicules se dirigeaient vers l'intérieur des terres, vers les zones de rassemblement. L'odeur de l'eau salée se mêlait au gaz d'échappement diesel, à la terre mouillée et à l'odeur persistante des explosifs. Le premier Sherman de Paul, un M4A1 avec un canon principal de 75 mm, débarqua sans incident. L'étanchéité tenait, le moteur démarra et le char grimpa sur la plage par ses propres moyens. Au cours des jours suivants, la division se rassembla dans des zones désignées, enleva l'étanchéité, procéda à des tirs d'essai des armes, effectua la maintenance et se prépara au combat. L'équipage de Paul s'était entraîné ensemble pendant des mois, développant le genre de précision synchronisée qui faisait la différence entre la vie et la mort au combat. Maintenant, ils allèrent découvrir si cet entraînement était suffisant pour la réalité de la bataille. Paul avait personnellement sélectionné chaque membre de son équipage, choisissant des hommes dont les compétences et le tempérament se complétaient et correspondaient à sa propre approche agressive du combat. Le caporal Wilbert Richards, surnommé Baby, à cause de son visage poupin malgré ses 24 ans, servait comme conducteur. Richard mesurait seulement 1,63 m, petit et nerveux, mais il possédait une habileté exceptionnelle à manœuvrer le Sherman. Paul se vantait que Baby pouvait garer en créneau le Sherman de 30 tonnes dans la circulation de l'heure de pointe du centre-ville de New York, une exagération qui contenait une vérité essentielle. Richard pouvait faire passer le gros char à travers les rues étroites des villages, reculer à toute vitesse sous le feu et positionner le Sherman pour des angles de tir optimaux avec une précision qui dépassait celle de la plupart des conducteurs. Richard conduisait avec son écoutille ouverte chaque fois que possible, ayant été une fois piégé à l'intérieur d'un char lorsqu'une écoutille s'était coincée pendant l'entraînement. Cette expérience lui laissa une peur permanente d'être piégé à l'intérieur d'un char en flammes, une peur que partageait chaque tankiste, mais que Richard ressentait plus intensément. L'écoutille ouverte lui donnait une meilleure visibilité et une voie d'évacuation plus rapide si le char était touché, bien que cela le laissât aussi plus vulnérable aux éclats d'obus et aux tirs d'armes légères. Le soldat de première classe, Bertrand Close, âgé de seulement 17 ans et surnommé Schoolboy pour sa jeunesse et ses lunettes à monture métallique, servait comme conducteur adjoint et mitrailleur de proue, opérant la mitrailleuse Browning M 1919 de calibre 30 montée dans la caisse avant. Close venait de Portland, Oregon, et ressemblait à un adolescent parce qu'il en était un, avec des traits lisses et une silhouette menue qui le faisait paraître plus jeune que son âge. Mais les apparences étaient trompeuses. Close était vicieux, avec cette mitrailleuse de proue, fauchant l'infanterie ennemie avec des tirs de précision. Sa position à l'avant droit du char lui donnait un bon champ de tir vers l'avant et la droite, couvrant les approches que l'infanterie ennemie utiliserait pour se rapprocher assez pour attaquer le char avec des Panzerfaust ou des mines magnétiques. Close était aussi responsable d'aider au chargement des munitions pendant les combats intenses, passant les obus des racks de stockage aux chargeurs lorsque la vitesse était critique. Le caporal Willis Oller, 29 ans et surnommé Ground Dog, servait le canon principal. Oller venait de l'Illinois, plus âgé que le reste de l'équipage, et possédait un tempérament calme et méthodique qui contrastait avec l'intensité de Paul.
Oller voulait voir toute la France à travers son viseur, son visage perpétuellement marqué par l'empreinte de ses lunettes de tankiste. Il gardait son œil collé au viseur constamment, prêt à tirer à tout moment. La position du tireur était peut-être la plus exigeante du char. Le tireur devait identifier les cibles rapidement, juger la distance avec précision, sélectionner le bon type de munitions, viser précisément pendant que le char se déplaçait et tirer exactement au bon moment. Tout cela devait se produire en quelques secondes, souvent sous le feu ennemi, avec des explosions secouant le char et la fumée obscurcissant la vision. Oller excellait à ce travail exigeant. Ses tirs parfaitement placés détruiraient char allemand après char allemand au cours des mois à venir, validant la foi de Paul en ses capacités. Le technicien de 5e classe Delbert Boggs, 22 ans de Lancaster, Ohio, et surnommé Jailbird, servait comme chargeur. Le surnom provenait de son passé. Selon la légende de l'équipage, Boggs avait été arrêté pour des accusations d'homicide et s'était vu offrir un choix par le tribunal, la prison ou l'armée. Boggs choisit l'armée, apportant avec lui une robustesse et une débrouillardise de rue qui lui servirent bien au combat. Que l'histoire soit entièrement vraie ou partiellement enjolivée, elle capturait quelque chose d'essentiel sur le caractère de Boggs. Il était dur, résilient et absolument fiable sous le feu. Le travail du chargeur était physiquement exigeant. Un obus de 75 mm pesait environ 11 kg et les obus de 76 mm qu'ils utiliseraient plus tard pesaient encore plus. Pendant les combats intenses, le chargeur pouvait manipuler des dizaines d'obus, sélectionnant le type de munitions correctes sur ordre de Paul, chargeant sans à-coups malgré l'espace confiné et les mouvements violents du char, puis préparant immédiatement l'obus suivant. Boggs était maigre, mais possédait une force nerveuse et de l'endurance. Sa vitesse et sa fiabilité au chargement donnaient au char de Paul une cadence de tir qui dépassait celle de la plupart des autres Sherman. Ces 4 hommes, menés par Paul, se surnommèrent The Pups, les chiots, et ils appelèrent leur commandant War Daddy, Papa Guerre, un surnom qui capturait à la fois l'affection et le respect pour l'homme qui les menait en enfer encore et encore. Le surnom War Daddy émergea pendant l'entraînement lorsque l'intense concentration de Paul sur la préparation au combat et sa sollicitude paternelle pour le bien-être de son équipage créèrent une dynamique où il était simultanément leur leader et leur protecteur. Paul était plus jeune qu'Oller et pas beaucoup plus âgé que les autres, mais sa force de personnalité et ses capacités de leadership en firent le centre naturel de l'équipage. Il lui faisait absolument confiance. Cette confiance serait testée des dizaines de fois au cours des mois à venir. L'équipage avait régulièrement surpassé les autres équipages de la division en efficacité de tir pendant l'entraînement. Leur travail d'équipe était fluide, chaque homme connaissant son rôle, faisant confiance à ses frères. Lorsque Paul lançait un ordre de tir, l'équipage répondait avec une précision mécanique. Conducteur, arrêt, tireur, sabot, char devant, en route, boum. La séquence entière de la détection d'une cible au tir pouvait prendre moins de 5 secondes avec un équipage bien entraîné. L'équipage de Paul pouvait le faire en 3. Cette vitesse leur sauverait la vie à plusieurs reprises. La philosophie tactique de Paul était simple et brutale, affinée à travers des années d'entraînement et d'études des tactiques blindées allemandes. Tirer le premier, tirer pour tuer, toujours avancer, ne jamais reculer. Il croyait à la fermeture avec l'ennemi, à réduire les distances ou les avantages du Sherman en manœuvrabilité, cadence de tir et entraînement de l'équipage pouvaient surmonter les avantages allemands en blindage et puissance de feu. Les chars allemands comme le Panther et le Tiger possédaient des canons supérieurs et un blindage plus épais capable de détruire un Sherman à des distances où le Sherman ne pouvait pas pénétrer leur blindage frontal. La solution était de ne jamais se battre à longue portée. Paul réduisait la distance avec agressivité, manœuvrant pour obtenir des tirs de flanc où même le blindage d'un Panther pouvait être pénétré, submergeant les équipages allemands par des tirs rapides et précis avant qu'ils ne puissent mettre efficacement à profit sa puissance de feu supérieure. Paul était claustrophobe, préférant être exposé dans la tourelle ou sur le dessus du char plutôt qu'enfermé à l'intérieur. C'était à la fois une faiblesse et une force. La faiblesse était évidente. Exposé dans la tourelle, Paul était vulnérable aux éclats d'obus, aux tirs d'armes légères et à la commotion des explosions proches. De nombreux commandants de chars furent tués ou blessés par des tirs qui n'auraient pas pénétré le blindage du char s'ils étaient restés enfermés à l'intérieur, mais la force était significative.
Debout dans l'écoutille ouverte ou assis sur le dessus de la tourelle, Paul avait une bien meilleure visibilité que les commandants qui combattaient enfermés, voyant à travers des périscopes et des fentes de vision. Il pouvait repérer les menaces plus tôt, identifier les cibles plus rapidement et maintenir une meilleure conscience situationnelle. Il voyait le champ de bataille en 3 dimensions plutôt que dans les tunnels étroits de vision que fournissaient les périscopes. Cet avantage de conscience signifiait souvent la différence entre tirer le premier ou être tiré le premier. Dans le combat de chars, tirer le premier signifiait généralement la survie. Le commandant de bataillon de Paul, le lieutenant-colonel Walter B. Richardson, était aussi un Texan, et les 2 hommes développèrent une relation basée sur le respect mutuel et une agressivité partagée. Richardson reconnut les capacités exceptionnelles de Paul et lui donna des responsabilités croissantes malgré son grade de sergent-chef. Richardson disait que Paul montait son char comme un cheval de bronco, toujours exposé, toujours vulnérable, toujours menant depuis le front. Ce style de leadership agressif inspira l'équipage de Paul et en fit le choix naturel pour mener les attaques de fer de lance. Richardson ferait appel à Paul encore et encore pour prendre les missions les plus dangereuses, pour mener les attaques dans les positions les plus lourdement défendues. Paul ne refusa jamais, n'hésita jamais. Il montait simplement dans son char et montrait la voie. Avant que le Sherman de Paul n'entre au combat, il avait besoin d'un nom. Les équipages de chars peignaient typiquement des noms sur leurs véhicules, personnalisant les machines d'acier dans lesquelles ils vivaient et dépendaient pour leur survie. Paul choisit « In the Mood », tiré de la chanson swing populaire de Glenn Miller, qui avait été un énorme succès en 1940 et restait un favori parmi les militaires américains. Le tempo entraînant et l'énergie contagieuse de la chanson capturaient quelque chose de l'approche du combat par Paul. Agressif, confiant, imparable. Le nom allait devenir légendaire. 29 juin 1944. Villiers-Fossard, France. Le combat commande. A de la 3e division blindée reçut l'ordre de réduire un saillant allemand au nord-est de Saint-Lô, une position défensive tenue par un bataillon de fusiliers renforcé de la 353e division d'infanterie. Ce serait la première opération de combat de la division et le premier goût de la bataille pour Paul. La mission était d'attaquer un saillant profond de 2700 mètres qui protégeait la ville de Villiers-Fossard, située juste à l'est de la Vire et au nord de Saint-Lô. Les Allemands avaient préparé de fortes positions défensives, tirant pleinement parti du bocage normand qui transformait chaque champ en forteresse naturelle. Le bocage normand s'avéra être l'un des défis de terrain les plus significatifs auxquels les forces américaines firent face en France. Construit au fil des siècles, le bocage consistait en d'épais murs de terre de 1 à 2 mètres de haut, couronnés d'une végétation dense de buissons et de petits arbres. Il bordait chaque champ et route, créant un labyrinthe de fortifications naturelles qui canalisait les mouvements et fournissait un camouflage parfait pour les positions défensives. L'infanterie et les canons anti-chars allemands pouvaient se cacher derrière les haies, invisibles, jusqu'à ce que les attaquants arrivent à portée. Les chars tentant de franchir les haies exposaient leur blindage ventre vulnérable au feu ennemi. Les premières attaques américaines en Normandie avaient été des désastres coûteux, alors que les unités apprenaient ces leçons dans le sang. Les ingénieurs américains développèrent une solution. Ils coupèrent de grandes poutres d'acier des obstacles de plage allemands qui étaient destinés à arrêter l'invasion du jour J et soudèrent ces poutres sur l'avant des chars Sherman, créant des béliers appelés Rhino Tanks. Ces Sherman modifiés pouvaient défoncer les haies à pleine vitesse sans les franchir, permettant aux chars de maintenir leur protection blindée tout en faisant irruption dans les champs adjacents. L'innovation transforma la situation tactique, donnant aux blindés américains la mobilité nécessaire pour opérer efficacement dans le pays de bocage. À 9h le 29 juin, le combat commande A lança son attaque avec les Task Force X et ASC, avançant de front vers Villiers-Fossard. Le peloton de Paul avançait avec la Task Force ID sur le flanc droit. Une préparation d'artillerie précéda l'avance. Les canons américains pilonnant les positions allemandes pendant 30 minutes, avant que les chars ne se mettent en mouvement. Le bombardement remplit l'air du sifflement des obus et du tonnerre des explosions. Puis vint l'ordre d'avancer. Le Sherman de Paul avança avec les autres chars de la Task Force Eagle, progressant à travers la campagne normande vers les positions allemandes. La visibilité était limitée à la haie suivante, parfois seulement à 50 mètres. Les bavardages radio emplirent le casque de Paul alors que les autres commandants de chars rapportèrent des contacts, demandaient un soutien d'artillerie, coordonnaient leurs mouvements.
Le crépitement caractéristique des canons anti-chars allemands de 75 mm résonna à travers le champ de bataille, répondu par le grondement plus profond des canons de chars américains. La fumée noire des véhicules en feu dérivait à travers les champs. Paul repéra des véhicules allemands devant lui à travers les brèches dans les haies. Demi-piste, 10 heures, 300 mètres. Il donna l'ordre de tir et Oller envoya un obus hautement explosif de 75 mm. L'obus frappa le véhicule allemand de plein fouet et il explosa en flammes. L'équipage de Paul détruisit 3 véhicules allemands et tua plus de 70 soldats ennemis pendant ce premier jour de combat. La violence et le chaos du combat blindé s'avérèrent exactement ce pourquoi Paul s'était entraîné. Pourtant, l'entraînement ne pouvait jamais préparer pleinement à la réalité. Le bruit était assourdissant, la peur était réelle. L'adrénaline faisait sembler le temps de s'accélérer et de ralentir simultanément. Mais l'entraînement de Paul prit le dessus. Il se déplaça avec agressivité, poussant vers l'avant, refusant de céder du terrain. Son équipage répondit avec discipline et précision, chaque homme accomplissant son rôle exactement comme répété pendant d'innombrables exercices d'entraînement. Puis vint le moment que chaque équipage de chars redoute. In the Mood entra dans le village de Le Forge, parti de la zone de combat de Villiers-Fossard, avançant dans une rue étroite entre des bâtiments en pierre. Le village était supposé nettoyer des forces ennemies, mais le renseignement était incomplet et les situations changeaient rapidement au combat. Alors que le Sherman descendait la rue, un soldat allemand avec un Panzerfaust sorti d'une porte visa l'arme anti-char à épaulement et tira à moins de 50 mètres. Le Panzerfaust était une arme simple mais efficace, une ogive à charge creuse au bout d'un lanceur jetable. Il pouvait pénétrer plus de 200 mm de blindage, plus que suffisant pour détruire un Sherman. Le moteur fusée s'alluma avec un whoosh et l'ogive traversa la courte distance, s'écrasant sur le blindage latéral d'In the Mood avec un choc métallique qui résonna dans le compartiment de l'équipage. La charge creuse détonna contre le blindage, créant un jet de métal surchauffé qui perça jusqu'au compartiment de l'équipage. Le char trembla violemment, la fumée remplit l'intérieur, les alarmes retentirent. Paul donna l'ordre immédiat. Évacuation. Les 5 membres d'équipage se précipèrent hors du char désemparé, bougeant avec la vitesse rodée que l'entraînement avait instillée. Paul fut le premier à sortir par l'écoutille du commandant, suivi d'Oller. Richard et Close sortirent par les écoutilles du conducteur et du conducteur adjoint à l'avant de la caisse. Boggs se faufila par l'écoutille du chargeur. Ils s'échappèrent tous avant que les munitions ne s'enflamment ou que le feu ne se propage à travers le véhicule. L'équipage avait survécu à la perte de son premier char sans perte, bien que l'expérience les ait secoués. In the Mood, le premier Sherman à porter ce nom, était détruit. L'équipage avait duré exactement 5 jours au combat. Paul et son équipage rejoignirent la Task Force IG à pied, se faisant transporter sur d'autres chars jusqu'à ce qu'on leur assigne un véhicule de remplacement. La bataille pour Villiers-Fossard continua jusqu'au 30 juin. Le combat commande A perdit 31 chars et 12 autres véhicules pendant la bataille de 2 jours. Une introduction brutale à la réalité du combat blindé en Normandie. Les tirs défensifs allemands étaient précis et mortels. Le terrain favorisait les défenseurs à chaque tournant, mais l'attaque réussit. Les forces américaines prirent Villiers-Fossard et le tinrent jusqu'à être relevées par des éléments de la 29e division d'infanterie. La 3e division blindée avait passé son premier test, apprenant de précieuses leçons sur le combat en bocage qui lui seraient utiles dans les semaines à venir. 1er juillet 1944. Quelque part en Normandie, Paul et son équipage reçurent leur char de remplacement, un M4A1 avec le nouveau canon principal de 76 mm, désigné M4A, un 76W. Paul fut le premier commandant de char de son régiment à recevoir cette variante améliorée, une reconnaissance de sa performance pendant la bataille de Villiers-Fossard. Le nouveau char représentait une amélioration significative de la puissance de feu. Le W signifiait Wet Stowage, stockage humide, une caractéristique de sécurité critique où les racks de munitions étaient entourés de conteneurs remplis d'un mélange d'eau, d'éthylène glycol et d'un inhibiteur de rouille connu sous le nom d'Amudamp. Ce stockage humide réduisait dramatiquement le risque d'incendie catastrophique lorsque le char était pénétré. Les premiers modèles de Sherman avaient une terrible réputation de s'enflammer lorsqu'ils étaient touchés, gagnant le surnom de Ronson de la part des tankistes allemands, d'après le briquet à cigarettes dont la publicité disait « s'allume du premier coup à chaque fois ». Le système de stockage humide améliorait grandement la survie de l'équipage.
Le canon de 76 mm représentait un bond quantique en capacité de pénétration de blindage par rapport au 75 mm, alors que le canon M3 de 75 mm ne pouvait pénétrer le blindage frontal d'un Panther qu'à des distances inférieures à 100 mètres dans des conditions idéales. Le canon M1 de 76 mm pouvait pénétrer le blindage latéral d'un Panther à 1800 mètres, et le blindage frontal à des distances allant jusqu'à 500 mètres en utilisant des munitions perforantes. Contre les chars allemands, Mark IV, le char moyen allemand le plus courant, le 76 mm était efficace à des distances encore plus longues. Le compromis était que le 76 mm tirait un obus hautement explosif moins efficace que le 75 mm, le rendant légèrement moins utile contre l'infanterie et les cibles molles. Mais pour les tactiques de chasse aux chars à courte portée de Paul, l'amélioration de la capacité anti-char était inestimable. Paul fit immédiatement peindre In the Mood sur la nouvelle caisse, maintenant la tradition. L'équipage monta à bord de leur nouveau véhicule, se familiarisant avec la disposition et les commandes légèrement différentes. Le canon de 76 mm était plus long et plus lourd que le 75 mm, changeant légèrement l'équilibre du char. L'arrangement interne du stockage des munitions différait. L'équipage devait apprendre ces différences pour faire du nouveau char le leur. Au cours des 6 semaines suivantes, Paul et son équipage allaient écrire le chapitre le plus remarquable de l'histoire de la guerre des chars américaine avec ce véhicule. Le combat en bocage de Normandie testa les compétences et les nerfs de chaque tankiste. Le rythme de bataille était brutalement simple. Avancer jusqu'à une haie, subir des tirs depuis la haie suivante, demander un soutien d'artillerie, assaut à travers la haie sous couvert de feu, nettoyer le champ de l'infanterie ennemie, avancer jusqu'à la haie suivante, répéter sans fin jour après jour. La visibilité se mesurait en mètres. Les embuscades venaient de toutes les directions. Les canons anti-chars allemands de 75 et 88 mm se terraient derrière chaque mur de pierre et haie, leurs longs canons soigneusement dissimulés jusqu'à ce que les chars américains arrivent à portée de destruction. L'infanterie allemande, avec des Panzerfaust, s'infiltrait près des positions américaines la nuit, attendant l'occasion de tirer leurs ogives à charge creuse dans les flancs ou l'arrière des chars. Le taux de perte pour les équipages de chars était stupéfiant, mais les instincts tactiques de Paul s'avérèrent exceptionnels. Il développa un 6e sens pour lire le terrain, pour identifier les positions ennemies probables avant qu'elles ne se révèlent. Il étudiait la façon dont les ombres tombaient, les motifs de la végétation, les angles de vue depuis différentes positions. Il apprit à reconnaître les signes révélateurs de préparation défensive, les perturbations subtiles dans le feuillage qui pourraient cacher une position de canon, les positions de tir optimales qu'un ennemi expérimenté choisirait naturellement. Cette capacité à penser comme l'ennemi, à anticiper ses actions, donna à Paul un avantage crucial. Il repérait les menaces avant qu'elles ne le repèrent. Il engageait le premier, détruisant généralement les positions ennemies avant qu'elles ne puissent riposter efficacement. Une fois, avançant au crépuscule près de la ville de Lamesnil-Hermann, Paul était sur le point d'ordonner à son conducteur de s'arrêter pour la nuit lorsqu'une forme se matérialisa dans l'obscurité à 15 mètres devant. Un canon anti-aérien allemand de 40 mm en position, son équipage inconscient de la présence du Sherman. Les Allemands s'installaient, pour la nuit, se déplaçant autour de leur position sans la discipline d'homme, s'attendant à un contact immédiat. Paul reconnut instantanément qu'il avait quelques secondes pour agir avant que l'équipage allemand ne repère son char. Sans avertissement, sans révéler sa position par des ordres sur la radio qui pourraient être entendus, Paul cria simplement « Tireur, feu !» L'ordre était pur instinct, pure agressivité. L'œil d'Oller était déjà pressé contre le viseur comme toujours. Ses mains bougèrent instantanément vers les commandes de tir. Le canon de 76 mm rugit, envoyant un obus perforant directement sur la position allemande. Le projectile couvrit la courte distance en une fraction de seconde, frappant le canon de 40 mm de plein fouet. L'impact détruisit le canon et tua ou blessa l'équipage instantanément. L'engagement entier, du repérage de la cible par Paul à l'impact de l'obus, prit peut-être 3 secondes. Cette réaction instantanée, produit de centaines d'heures d'entraînement et d'une expérience croissante au combat, typifiait l'efficacité de l'équipage. Ils avaient atteint l'état idéal pour les soldats au combat, où l'entraînement devient instinct et les décisions se produisent plus vite que la pensée consciente. Un autre engagement nocturne près de Colombières, France, faillit tourner au désastre, mais démontra plutôt la brillance tactique de Paul et l'exceptionnelle compétence de son équipage. Le peloton de Paul avançait dans l'obscurité.
se déplaçant prudemment à travers le pays de bocage, où la visibilité était limitée à quelques mètres. Les opérations nocturnes étaient extrêmement dangereuses pour les chars. La visibilité était minimale, même avec l'équipement infrarouge rudimentaire des chars. L'infanterie ennemie pouvait s'approcher très près à la faveur de l'obscurité. Les incidents de tirs amis étaient fréquents lorsque les unités perdèrent la trace de leurs positions respectives, mais la situation tactique exigeait un mouvement nocturne et Paul mena son peloton en avant. Soudain, Hindemood faillit entrer en collision avec un char Panther allemand. Les deux véhicules arrivèrent à des angles adjacents d'une haie et se retrouvèrent face à face à une distance d'environ 30 mètres. Le Panther était l'un des véhicules blindés les plus redoutés de l'arsenal allemand. Il montait un canon KWK-42 de 75 mm qui pouvait pénétrer le blindage frontal d'un Sherman à plus de 1800 mètres. Le blindage frontal du Panther était presque impénétrable au canon de 76 mm du Sherman, sauf à très courte portée. Sur le papier, le Panther était supérieur au Sherman dans toutes les catégories mesurables, sauf peut-être la fiabilité mécanique. Les tankistes allemands appelaient le Sherman un briquet Zippo, affirmant qu'il pouvait détruire les Sherman facilement, tandis que les obus américains ricochent inoffensivement sur le blindage du Panther. Mais le combat ne se fait pas sur le papier. L'entraînement supérieur de l'équipage de Paul et ses tactiques agressives annulaient les avantages techniques allemands. Les deux commandants se repérèrent simultanément. Les deux donnèrent des ordres de tir. L'équipage du Panther tira 2 coups en succession rapide, mais l'obscurité, la surprise et la visée hâtive firent que les deux obus manquèrent. L'un passa au-dessus de la tourelle d'Hindemood avec un claquement d'air déplacé, l'autre frappa le sol juste devant le Sherman et ricocha vers le haut, manquant le blindage ventral de quelques centimètres. La réponse d'Oller fut exacte. Un seul obus perforant de 76 mm tiré à bout portant pénétra l'anneau de tourelle du Panther, où la tourelle rejoignait la caisse, un point faible dans le schéma de blindage. L'obus détonna à l'intérieur de la tourelle, enflammant les munitions et tuant l'équipage instantanément. Le char Almar s'embrasa, illuminant la zone d'une lumière orange qui détruisit ce qui restait de la vision nocturne de Paul, mais silhouetta aussi d'autres véhicules allemands dans la zone. Paul appela immédiatement son peloton à engager des cibles supplémentaires tout en reculant loin du Panther en flammes avant que ses munitions n'explosent de façon catastrophique. L'engagement dura peut-être 10 secondes du contact initial au Panther en flammes. Paul avait gagné un duel avec un char techniquement supérieur grâce à un meilleur travail d'équipage, un meilleur entraînement, des réactions plus rapides et des tirs plus précis. La nouvelle de la destruction du Panther par Paul se répandit dans le bataillon, puis la division. Les tankistes américains redoutaient le Panther et le Tiger. Des histoires circulaient sur les superchars allemands qui pouvaient détruire les Sherman à des distances où les canons américains étaient inefficaces. Le moral des équipages souffrait face à ces monstres. Mais Paul avait prouvé que les chars allemands pouvaient être détruits. Des tactiques agressives, un bon drill d'équipage et des tirs précis pouvaient surmonter l'infériorité technique. L'exemple de Paul inspira d'autres commandants de chars à combattre plus agressivement, à réduire la distance où les avantages américains en manœuvrabilité et cadence de tir pouvaient compenser des canons plus faibles et un blindage plus fin. 26 juillet 1944. L'opération Cobra débuta par l'une des campagnes de bombardement les plus concentrées de l'histoire militaire. Plus de 1500 bombardiers lourds américains et 380 bombardiers moyens larguèrent près de 4000 tonnes de bombes sur les positions allemandes au sud de Saint-Lô en quelques heures. Le bombardement était destiné à pulvériser les défenses allemandes, créant une brèche à travers laquelle le blindé américain pourrait s'engouffrer dans la campagne ouverte au-delà du bocage. Le plan fonctionna brillamment malgré des tragiques incidents de tir amis qui tuèrent plus de 100 soldats américains, dont le lieutenant-général Leslie J. McNair. Les lignes allemandes se brisèrent sous le bombardement. Leurs positions défensives cessèrent d'exister comme des fortifications cohérentes. Les défenseurs survivants étaient étourdis, désorganisés et incapables de monter une résistance efficace. La 3e division blindée mena l'exploitation, perçant à travers les lignes allemandes fracassées le 29 juillet et fonçant vers le sud dans la campagne ouverte. Après des semaines de combats de bocage épuisants, où le progrès se mesurait en centaines de mètres par jour, la division se retrouva soudain dans une guerre de mouvement.
Les chars foncèrent sur les routes à 30 ou 40 km à l'heure, couvrant plus de terrain en quelques heures qu'en semaines de combats précédents. Les unités allemandes dépassées et isolées par l'avance rapide américaine tentèrent de se retirer, mais trouvèrent leur voie d'évasion coupée. Des milliers d'Allemands se rendirent. Ceux qui tentèrent de se battre se retrouvèrent submergés par la puissance de feu et la mobilité américaine. Le char de Paul mena attaque après attaque pendant la percée, toujours en tête, toujours poussant vers l'avant. Le rôle de char de fer de lance était simultanément un honneur et une condamnation à mort. Le char de fer de lance était le premier à rencontrer la résistance ennemie, le premier à être engagé par les canons anti-chars et les Panzerfaust, le premier à heurter des mines ou à tomber dans des embuscades préparées. Les taux de perte pour les chars de fer de lance étaient astronomiques, mais Paul se porta volontaire pour ce rôle encore et encore. Son équipage ne remit jamais en question ses décisions. Ils faisèrent confiance à Wardaddy pour les faire passer. Et d'une manière ou d'une autre, malgré les probabilités, In the Mood continua à avancer, continua à détruire des véhicules ennemis, continua à survivre lorsque d'autres chars étaient touchés et brûlaient. À Dizon, en Belgique, près de Liège, Paul se distingua en agissant comme chef de peloton pendant la poursuite à travers la France en Belgique. La 3e division blindée avait avancé si rapidement que Paul, un sergent-chef, menait un peloton de 5 chars parce qu'aucun officier n'était disponible. Sa colonne avançait sur une route lorsqu'elle essuya des tirs du flanc gauche. Des demi-pistes et voitures blindées allemandes, tentant d'échapper à l'encerclement, étaient tombées sur la colonne américaine. Paul ordonna à sa colonne de continuer son avance, tandis qu'il tournait In the Mood pour faire face à la menace. L'équipage localisa l'unité allemande, peut-être une douzaine de véhicules tentant de se déplacer à travers champs et bois. Paul se rapprocha à portée efficace et ouvrit le feu, détruisant 6 véhicules ennemis en succession rapide. La colonne allemande se dispersa, certains véhicules tentant de s'échapper, d'autres ripostant de manière inefficace. Pendant que Paul était engagé avec cette menace, un mot arriva par radio qu'un panthère allemand était apparu devant et engageait la colonne américaine. Paul dut choisir. Continuer à nettoyer les véhicules qu'il avait déjà engagés ou foncer revenir pour traiter la menace plus sérieuse du panthère. Il choisit la dernière option. Paul ordonna à Richard de retourner à la colonne à vitesse maximale. Le Sherman fonça sur la route à 40 km à l'heure, plus vite que ce qui était prudent compte tenu du terrain et de la visibilité, mais Paul savait que chaque seconde comptait. Sa colonne avait besoin de soutien immédiatement. Alors qu'ils approchèrent de la position rapportée du Panther, Paul scruta le char allemand, tandis que Boggs chargeait des obus perforants et Kohler se préparait à engager. Paul repéra le Panther engageant des Shermans américains depuis une position enfouie derrière une légère élévation. Le char allemand avait l'avantage d'une position de tir préparée et engageait méthodiquement la colonne américaine. 2 Shermans brûlèrent déjà. Paul pouvait voir des membres d'équipage d'un char évacués à travers les flammes et la fumée. L'attention du Panther était concentrée vers l'avant sur la colonne américaine qui l'engageait. Le commandant allemand n'avait pas encore repéré le char de Paul approchant du flanc. Paul reconnut immédiatement l'opportunité. Ne jamais interrompre un ennemi lorsqu'il fait une erreur, avait conseillé Napoléon. Le commandant du Panther était rivé sur ses cibles à l'avant, présentant son blindage latéral à l'approche de Paul. Paul donna l'ordre de tir. Tireur, sabot, Panther flanc gauche. Oller traversa la tourelle en douceur, plaçant le réticule de son viseur sur le blindage latéral du Panther, juste sous l'anneau de tourelle. En route. Le canon de 76 mm tira, l'obus couvrant la distance en moins d'1 seconde. Le projectile perforant frappa le blindage latéral du Panther et pénétra proprement, détonnant à l'intérieur du compartiment de l'équipage. Le char Almar trembla. La fumée s'échappa de ses écoutilles et des flammes apparurent moments plus tard. L'équipage tenta d'évacuer, mais l'explosion interne les avait tués ou assommés. Un seul membre d'équipage allemand réussit à s'échapper avant que les munitions ne détonnent de façon catastrophique, soufflant la tourelle hors de la caisse. Paul avait détruit son second Panther, encore une fois grâce à des tactiques supérieures plutôt qu'à une puissance de feu supérieure. Il avait manœuvré pour obtenir un tir de flanc où son canon de 76 mm était efficace et son équipage avait parfaitement exécuté. La colonne américaine reprit son avance, maintenant avec le char de Paul en tête, ayant gagné la position de fer de lance par sa capacité démontrée plutôt que par un devoir assigné. 7 août 1944.
La bataille de la Poche de Falaise représenta l'un des engagements les plus significatifs de la campagne de Normandie. Les forces alliées tentaient d'encercler et de détruire la 7e armée allemande et la 5e armée de Panzer, les piégeant dans une poche près de la ville de Falaise. Si réussi, l'encerclement détruirait les principales forces allemandes en Normandie, ouvrant la voie à une avancée rapide à travers la France jusqu'à la frontière allemande. L'opération exigeait que les forces américaines, avançant du nord depuis le sud, fassent leur jonction avec les forces britanniques et canadiennes, avançant du sud depuis le nord, fermant la poche et piégeant les Allemands à l'intérieur. Le char de Paul mena la Task Force XC du combat commande A pendant la fermeture de la poche. Le lieutenant-colonel Richardson, suivant la radio depuis son poste de commandement. Les combats étaient chaotiques et désespérés. Les unités allemandes tentaient de percer l'encerclement, attaquant les positions américaines avec tout ce qu'elles avaient. D'autres unités allemandes déjà à l'ouest de la poche tentaient de percer les lignes américaines de l'extérieur pour créer une voie d'évasion pour leurs camarades pris au piège. Le résultat fut une bataille massive confuse avec des unités des deux côtés entremêlées, combattant dans des rencontres et embuscades dans la campagne normande. Alors que la colonne de Paul avançait, elle rencontra des groupes de soldats allemands tentant de s'échapper à pied, ayant abandonné leurs véhicules et armes lourdes. Le lieutenant-colonel Richardson écouta à la radio tandis que Paul se rapprochait d'un groupe de troupes allemandes en fuite. La voix de Paul arriva par radio. « Je n'ai pas le cœur de les tuer ». L'impulsion humanitaire était réelle et reflétait le caractère de Paul, malgré sa réputation agressive. Les soldats allemands tentant de fuir à pied ne représentaient aucune menace immédiate pour la mission de Paul. Mais Richardson savait que Paul comprenait la situation tactique. Immédiatement après vint le son de la mitrailleuse de proue de calibre 30 de Close ouvrant le feu. Richardson entendit à nouveau la voix de Paul. « Regardez ces salauds courir. Donnez-leur en Close. » L'impulsion humanitaire ne dura qu'un moment avant que la nécessité tactique ne prévale. Les soldats allemands fuyant en désordre représentaient toujours une menace s'ils étaient autorisés à s'échapper, se regrouper et se réorganiser. On leur donnerait de nouvelles armes et ils retourneraient au combat. Plus d'Américains mourraient en les combattant plus tard si Paul les laissait s'échapper maintenant. Le travail de Paul était de détruire la capacité de résistance de l'ennemi et il exécuta cette mission sans hésitation, malgré ses sentiments personnels. L'incident illustra la complexité morale du combat où de bons hommes doivent faire des choses terribles au service de missions nécessaires. Du 29 au 31 août 1944, Paul commanda le char de tête dans une attaque qui lui vaudrait la Distinguished Service Cross, la deuxième plus haute décoration américaine pour la bravoure. La citation approuvée par le quartier général de la division et signée par des commandants supérieurs décrivit en détail les actions de Paul. Paul avançait seul devant sa task force, ayant distancé les chars de soutien dans sa poussée agressive vers l'avant. Le contact ennemi était attendu, mais la localisation exacte de Paul et les dispositions ennemies n'étaient pas claires dans la situation de combat fluide. Au cours de 3 jours, avançant souvent seul ou avec seulement 1 ou 2 autres chars, l'équipage de Paul engagea et détruisit 4 chars allemands dans des rencontres séparées. Le premier était un Mark IV détruit depuis une embuscade alors qu'il tentait de traverser une route. Le second était un Sturmgeschütz, canon d'assaut, détruit à courte portée après une brève poursuite à travers un village. Les 3e et 4e étaient des Panthers détruits dans un seul engagement où le char de Paul essuya des tirs des 2 véhicules simultanément et les détruisit tous deux grâce à des tirs supérieurs et à la discipline de l'équipage. En plus des chars, l'équipage de Paul détruisit 3 canons anti-chars qui avaient été positionnés pour tendre une embuscade aux blindés américains, environ 50 véhicules non blindés, y compris des demi-pistes, camions et voitures, et tua ou blessa un nombre écrasant de personnel ennemi. La citation nota que le courage inflexible et le leadership inspiré de Paul face à des tirs hostiles dévastateurs permirent l'avance rapide de sa task force avec des pertes minimes. Son héroïsme extraordinaire, sa bravoure personnelle et son dévouement zélé au devoir exemplifièrent les plus hautes traditions des forces militaires. La citation de la décoration minimisa le danger de ce que Paul avait accompli. Avancé seul, ou avec un soutien minimal, Paul s'était délibérément placé dans la position la plus dangereuse pour attirer les tirs ennemis et identifier les positions ennemies. Chaque canon anti-char qu'il détruisit avait tiré au moins un coup sur son char avant qu'il ne le détruise. Chaque char Almar qu'il engagea
était théoriquement capable de détruire son Sherman avant qu'il ne puisse le détruire. Paul survécut grâce à une combinaison de compétences, d'agressivité, d'entraînement de l'équipage et d'une chance extraordinaire. La Distinguished Service Cross reconnut ses actions, bien que beaucoup de ceux qui en furent témoins crurent qu'il méritait la Medal of Honor. Au cours de ces 3 jours fin août, Paul démontra que l'action agressive, des tactiques supérieures et un excellent travail d'équipage pouvaient surmonter des désavantages numériques et techniques. Le Sherman était inférieur aux chars moyens et lourds allemands en blindage et puissance de feu. Mais Paul prouva de façon concluante que le char avec le meilleur équipage gagnait l'engagement, pas le char avec le blindage plus épais ou le plus gros canon. Son exemple inspira d'autres commandants de chars à travers la division à combattre plus agressivement, à prendre des risques calculés, à se rapprocher de l'ennemi plutôt que de s'engager à des distances où la supériorité technique allemande était décisive. 17 août 1944. France, le combat commande, a nettoyé les forces allemandes restantes d'un village pendant l'exploitation à travers la France. La guerre était devenue une poursuite avec les forces allemandes battant en retraite vers les frontières allemandes et le blindé américain courant pour les attraper et les détruire avant qu'ils ne puissent établir de nouvelles lignes défensives. Le char de Paul menait l'attaque dans un village lorsqu'un désastre frappa d'une direction inattendue. Des chasseurs bombardiers américains P-38 Lightning apparurent au-dessus, chassant le blindé allemand. Le P-38 était un avion distinctif avec 2 moteurs et un nez central, facilement reconnaissable et généralement une vision bienvenue pour les forces terrestres américaines. Les P-38 fournissaient un appui aérien rapproché, attaquaient les convois allemands et aidaient les unités américaines en repérant les positions ennemies et en appelant l'artillerie. Mais ce jour-là, les pilotes de P-38 firent une erreur fatale. Depuis les airs à plusieurs milliers de mètres, tous les chars se ressemblaient. Les profils distinctifs qui permettaient aux observateurs au sol d'identifier amis d'ennemis étaient bien plus difficiles à distinguer depuis le haut. Le pilote du P-38 vit des chars avançant à travers un village français et supposa qu'ils étaient allemands. Le pilote de tête désigna la cible et commença sa passe d'attaque, suivie de ses ailiers. Les P-38 transportaient des roquettes, des armes dévastatrices efficaces contre les blindés lorsqu'elles étaient tirées en piqué. Paul vit les avions piquer vers sa position et reconnut immédiatement le danger. Il attrapa le combiné radio, appelant frénétiquement pour identifier son unité comme des forces américaines amies, mais les P-38 étaient déjà engagés dans leur attaque. Le premier avion tira une salve de roquettes. Les projectiles foncèrent vers In the Mood, traînant de la fumée. Paul n'eut pas le temps de réagir. Aucun moyen d'esquiver. Les roquettes frappèrent autour et sur le Sherman avec un effet dévastateur. Une roquette frappa la tourelle. Une autre toucha le compartiment moteur et des explosions éclatèrent à travers le char. Paul donna l'ordre immédiat d'abandonner le véhicule. L'équipage évacua avec une efficacité rodée, se précipitant hors des écoutilles alors que le feu et la fumée engloutissaient le Sherman. Les 5 hommes s'échappèrent, bien que plusieurs souffrirent de blessures mineures dues aux explosions et à la sortie désespérée du char en flammes. Ils s'éloignèrent du véhicule quelques secondes avant que les munitions ne commencent à s'enflammer, envoyant des flammes et des explosions secondaires vers le ciel. In the Mood, le second Sherman à porter ce nom, était détruit, non pas par des forces allemandes, mais par des tirs amis de leur propre soutien aérien. L'incident dévasta Paul et son équipage. Ils avaient survécu à près de 2 mois de combats intenses contre les forces allemandes, avaient détruit des dizaines de véhicules ennemis, s'étaient battus à travers la France, seulement pour perdre leurs chars à cause d'avions américains. Les pilotes de P-38, en apprenant leur erreur, furent apparemment désespérés. Les incidents de tirs amis étaient une des réalités tragiques de la guerre moderne, où les opérations à mouvement rapide et les décisions en une fraction de seconde conduisaient parfois à des erreurs catastrophiques. Mais comprendre la cause ne faisait rien pour atténuer l'impact sur l'équipage de Paul. Pour la seconde fois en moins de 2 mois, Paul et son équipage se retrouvèrent sans char. Ils avaient survécu à 2 pertes complètes de leur véhicule. D'abord à un Panzerfaust allemand, maintenant à des roquettes américaines. Les chances de survivre, ne serait-ce qu'à une perte de char, étaient médiocres. Survivre à 2 semblait presque miraculeux. Mais la chance de Paul n'était pas épuisée. En quelques jours, lui et son équipage reçurent leur 3e Sherman, un autre M4A, un 76 WEC avec le canon de 76 mm.
Une fois de plus, Paul fit peindre In the Mood sur la caisse. La tradition continua. Le nom était devenu synonyme du char de Paul, reconnu à travers la 3e division blindée comme appartenant à l'équipage qui menait chaque attaque, qui détruisait plus de véhicules ennemis que tout autre équipage, qui semblait mener une vie protégée malgré une exposition constante au danger. Le 3e In the Mood porterait Paul et son équipage à travers un autre mois de combat, à travers l'avance vers la frontière allemande, à travers la pénétration de la ligne Siegfried, jusqu'à la bataille finale qui mettrait fin à la guerre de Paul. Septembre 1944. La 3e division blindée avança rapidement à travers la France et en Belgique, poursuivant les forces allemandes qui tentaient de se retirer vers la ligne Siegfried, les fortifications défensives de l'Allemagne, le long de sa frontière occidentale. La ligne Siegfried, connue des Allemands sous le nom de Westwall, consistait en des bunkers, des obstacles anti-chars et des champs de mines s'étendant sur des centaines de kilomètres. Construite dans les années 1930 comme une ligne défensive contre la France, les fortifications avaient été négligées pendant les années de victoires offensives de l'Allemagne. Maintenant, avec les forces alliées approchant du sol allemand, la Wehrmacht essayait désespérément de garnir la ligne Siegfried et de la préparer à retarder l'avance alliée. La course pour atteindre la ligne Siegfried, avant que les forces allemandes ne puissent pleinement occuper et préparer ses défenses, devint un objectif critique. Si les forces alliées pouvaient pénétrer la ligne, alors que les défenses allemandes étaient encore désorganisées, elles pourraient peut-être pousser en Allemagne même avant que l'hiver n'arrête les opérations. Mais si les Allemands réussissaient à garnir la ligne Siegfried avec des forces suffisantes, les Alliés feraient face à des mois de combats coûteux pour percer les fortifications. Le char de Paul continua à mener des attaques pendant cette phase de poursuite. Le décompte de son équipage en véhicules ennemis détruits grimpa régulièrement. Début septembre, Paul avait personnellement contribué à la destruction de plus de 250 véhicules ennemis, dont au moins 12 chars confirmés détruits. Le nombre exact de soldats allemands tués par l'équipage de Paul dépassait 1000, bien que le chaos du combat rendit les décomptes précis impossibles. L'équipage de Paul avait aussi capturé environ 250 prisonniers allemands, souvent des unités entières qui se rendaient face aux chars américains agressifs qui semblaient apparaître partout à la fois. La réputation de Paul avait atteint un statut légendaire au sein de la 3e division blindée. D'autres commandants de chars étudièrent ses tactiques, essayant de comprendre comment il obtenait un tel succès remarquable. Les unités d'infanterie demandèrent le char de Paul pour le soutien pendant des attaques difficiles, sachant que Wardaddy montrerait la voie vers l'avant quelles que soient les résistances ennemies. Le quartier général de la division reconnaissait la valeur de Paul, à la fois comme leader de combat et comme inspiration pour les autres tankistes. Mais il reconnaissait aussi que les tactiques agressives de Paul et son exposition constante au danger rendaient sa survie de moins en moins probable. La loi des moyennes suggérait que même la chance du meilleur tankiste finirait par tourner. À la mi-septembre, le quartier général de la division prit une décision. Paul et son équipage seraient renvoyés chez eux aux États-Unis pour une tournée d'obligations de guerre. Ils avaient mérité un répit. Ils avaient survécu à 3 pertes de chars, avaient combattu dans 21 attaques majeures, avaient compilé un palmarès de combats sans égal par aucun autre équipage de chars américains. Leur histoire inspirerait les Américains au pays, aiderait à vendre des obligations de guerre pour financer l'effort de guerre continu et donnerait à ces soldats exceptionnels une pause bien méritée du combat. Les ordres furent rédigés. Paul et son équipage accompliraient une dernière mission. Ensuite, ils seraient retirés des lignes de front et envoyés à l'arrière pour le traitement et le transport vers chez eux. 19 septembre 1944. Münsterbusch, Allemagne. La mission finale commença dans l'obscurité. Le combat commande A de la 3e division blindée avait pour tâche d'avancer vers Aix-la-Chapelle, la première grande ville allemande à faire face à l'attaque alliée. L'approche d'Aix-la-Chapelle nécessitait de nettoyer les petites villes et villages qui protégeaient les approches occidentales de la ville. Münsterbusch était l'un de ces villages, situé à environ 10 km d'Aix-la-Chapelle proprement dite. Un petit regroupement de bâtiments et de fermes que les forces allemandes avaient transformé en point d'appui défensif. Les ordres de Paul pour ce dernier jour étaient spécifiques et protecteurs. Ne pas être le fer de lance.
rester sur le flanc. La mission était simple, fournir un soutien aux autres unités menant l'attaque principale, mais éviter les positions les plus dangereuses. Le quartier général de la division voulait que Paul et son équipage survivent à cette dernière mission avant d'être renvoyés chez eux. Paul comprit les ordres, mais sa nature et ses 3 mois d'expérience au combat lui dirent qu'aucune position dans une bataille de chars n'était vraiment sûre. L'attaque commença à la première lumière. Les chars américains avancèrent dans un assaut coordonné avec l'infanterie, se déplaçant à côté pour nettoyer les bâtiments et supprimer les armes anti-chars. La résistance allemande fut immédiate et acharnée. Les approches d'Aix-la-Chapelle étaient vitales pour la défense allemande et chaque mètre serait contesté. Les tirs d'artillerie s'abattirent des 2 côtés. Les obus de mortier explosèrent parmi les forces américaines avançant. Le crépitement caractéristique des canons allemands de 88 mm annonça la présence d'armes anti-chars, et les Shermans commencèrent à brûler. Le char de Paul avança sur le flanc comme ordonné, fournissant un couvert de feu pour l'attaque principale. L'équipage travaillait avec l'efficacité née de 3 mois de combat. Oller scrutait les cibles à travers son viseur. Boggs se tenait prêt avec les munitions. Richard manœuvrait le Sherman vers les positions de tir que Paul identifiait. Close surveillait les flancs avec sa mitrailleuse de proue. Paul se tenait à la position de commandant, exposé comme toujours, dirigeant les tirs de son équipage et surveillant la radio pour les mises à jour sur la progression de la bataille. Cependant, Willy Soler n'était pas dans le char ce matin-là. Oller avait été temporairement transféré aux États-Unis dans le cadre de la rotation de routine des vétérans de combat que l'armée utilisait pour donner un répit aux soldats expérimentés et utiliser leur expérience à des fins d'entraînement. À la place d'Oller, servant le canon principal pour cette bataille finale, se trouvait le soldat de première classe, Paul Kenneth King, un tireur de 20 ans d'Anderson County, Tennessee. King était expérimenté et capable, mais il manquait des 3 mois d'expérience au combat avec l'équipage de Paul. La synchronisation que l'équipage original de Paul avait développée à travers des dizaines de batailles était légèrement diminuée, bien que King faisait de son mieux pour correspondre aux normes exceptionnelles de l'équipage. L'attaque progressa dans Münsterbusch même. Les bâtiments fournissaient un camouflage pour les défenseurs allemands. Chaque fenêtre, chaque porte, chaque tas de décombres pouvait cacher une équipe de Panzerfaust ou un nid de mitrailleuses. Les combats devinrent rapprochés et brutaux. Les chars tiraient des obus hautement explosifs dans les bâtiments soupçonnés d'abriter des forces ennemies. L'infanterie nettoyait les maisons pièce par pièce. Les soldats allemands se battaient désespérément, sachant qu'ils défendaient maintenant le sol allemand, pas un territoire occupé. Le char de Paul atteignit une intersection de rues à Münsterbusch. La position offrait de bons champs de tir sur plusieurs rues, permettant à Paul de soutenir l'attaque principale tout en maintenant une position relativement protégée. Pour un bref moment, la situation sembla sous contrôle. Les forces américaines avançaient. La résistance allemande, bien qu'acharnée, était surmontée. Paul pourrait réellement survivre à cette dernière mission et rentrer chez lui. Puis le désastre frappa avec la soudaine violence qui caractérisait le combat de chars. Un char Panther allemand, dissimulé dans une position protégée qui offrait d'excellents champs de tir, ouvrit le feu sur le blindé américain. Le commandant du Panther avait positionné son char avec soin, attendant que les Shermans américains entrent dans sa zone de destruction. Il avait identifié le char de Paul comme une cible prioritaire, peut-être reconnaissant les marquages in the mood, peut-être choisissant simplement le char américain le plus proche, peut-être suivant le principe tactique d'engager l'ennemi le plus dangereux en premier. Le canon KWK-42 de 75 mm du Panther tira 2 fois en succession rapide. Les 2 obus étaient visés avec une précision mortelle sur In the Mood. Le premier obus perforant frappa la tourelle du Sherman, pénétrant le blindage et explosant à l'intérieur du compartiment de l'équipage. Le second obus frappa presque simultanément, touchant la caisse et causant des dommages catastrophiques aux systèmes internes du char. Les explosions à l'intérieur de la tourelle tuèrent le soldat de première classe, Paul Kenneth King, instantanément. Le jeune tireur du Tennessee, remplaçant Oller, ce qui était supposé être une mission plus sûre, mourut dans l'éclair de métal surchauffé et de force explosive. Il n'eut jamais une chance de réagir, ne sut jamais ce qui l'avait frappé. Paul, debout à la position de commandant, fut frappé par des éclats et les effets de souffle des obus pénétrants. Des fragments de métal déchirèrent sa jambe droite, causant un traumatisme massif. La commotion des explosions dans l'espace confiné de la tourelle l'étourdit.
Mais un instinct, un réflexe de survie développé à travers des mois de combat, le poussa à donner l'ordre d'évacuation. Les membres d'équipage survivants se précipitèrent hors du char mourant. Richards et Close sortirent par leurs écoutilles de caisse. Richard surmonta sa peur d'être piégé pour s'échapper par la position du conducteur. Boggs se faufila par l'écoutille du chargeur malgré des blessures dues aux explosions. Paul tenta de sortir par l'écoutille du commandant, mais sa jambe droite brisée ne supporta pas son poids. Il lutta, combattant le choc et la douleur, et la conscience que le char pouvait exploser à tout moment. Puis le Sherman, déjà catastrophiquement endommagé, bascula vers l'avant dans un grand cratère d'obus. Le mouvement vers l'avant projeta Paul partiellement hors de la tourelle, mais le coinça aussi contre le bord de l'écoutille. Son équipage, déjà à l'extérieur du char, revint malgré le danger pour aider leur commandant. Ils tirèrent Paul libre de l'écoutille et le traînèrent loin d'Indemood, alors que les munitions commençaient à s'enflammer à l'intérieur de la caisse. Ils avaient là peut-être quelques secondes de répit. Paul était conscient, mais en état de choc de ses blessures. Sa jambe droite était mutilée au-delà de toute réparation, brisée par les éclats et les effets de souffle. La perte de sang était sévère. L'équipage appela les médecins tout en fournissant les premiers soins qu'ils pouvaient avec les fournitures limitées disponibles au combat. Les médecins arrivèrent en quelques minutes, stabilisant Paul et le préparant pour l'évacuation vers l'arrière. L'équipage regarda leur commandant être chargé sur une Jeep et emmené vers un hôpital de campagne. Ils avaient survécu à 3 pertes de chars ensemble, avaient combattu pendant 83 jours de combat continu, avaient détruit 258 véhicules ennemis et tué plus de 1000 soldats allemands. Mais Paul Kenneth King était mort, et la guerre de War Daddy était terminée. Paul fut évacué à travers le système médical, passant d'un hôpital de campagne à un hôpital de base et finalement à un hôpital aux États-Unis. Les dégâts à sa jambe droite étaient trop graves pour être réparés. Les chirurgiens amputèrent la jambe 20 cm au-dessus du genou, enlevant l'os brisé et les tissus déchirés dans une opération qui sauva la vie de Paul, mais mit fin à sa carrière de commandant de char. La convalescence fut longue et douloureuse. Paul endura de multiples chirurgies, lutta contre des infections, apprit à marcher à nouveau avec une jambe prothétique, mais il était en vie. Les statistiques finales du service de combat de Paul étaient sans précédent dans l'histoire militaire américaine. En 83 jours de combat du 29 juin au 19 septembre 1944, Paul et son équipage détruisirent 258 véhicules blindés ennemis, dont 12 chars confirmés détruits. Ils tuèrent ou blessèrent plus de 1000 soldats allemands. Ils capturèrent environ 250 prisonniers. Ils menèrent 21 attaques majeures, toujours en fer de lance, toujours dans la position la plus dangereuse. Paul survécut à 3 pertes complètes de son char. D'abord à un Panzerfaust, puis à des tirs amis, enfin à un Panther allemand. Son équipage survécut avec lui à travers les 2 premières pertes, mais Paul Kenneth King paya le prix ultime dans la bataille finale. Paul reçut la Distinguished Service Cross pour ses actions du 29 au 31 août 1944. Il reçut la Legion of Merit pour son service exceptionnel tout au long de la campagne. La Silver Star lui fut décernée pour des actes de bravoure spécifiques. La Purple Heart reconnut ses blessures. La fourragère belge honora ses contributions à la libération de la Belgique. Des années plus tard, en reconnaissance de toute sa carrière militaire, la France décernerait à Paul la Légion d'honneur au grade de chevalier. Paul fut 2 fois nommé pour la Medal of Honor, la plus haute décoration militaire américaine. La paperasse de la première nomination fut apparemment perdue dans les mois chaotiques de la fin de la guerre en Europe. La seconde nomination fut examinée par le Army Recommendation Board, mais finalement rejetée. La justification officielle affirma que les chars étaient des armes servies par un équipage, et donc que l'héroïsme individuel dans le combat de chars ne méritait pas la Medal of Honor. Ce raisonnement reflétait une mentalité centrée sur l'infanterie dans le système des récompenses de l'armée qui ne reconnaissait pas la réalité du combat blindé, où les décisions, le leadership et la compétence tactique du commandant de char étaient des facteurs décisifs dans le succès ou l'échec. Beaucoup de ceux qui servirent avec Paul crurent que le rejet était une grave injustice. Les actions de Paul, répétées sur 83 jours de combat, démontrèrent un héroïsme et un leadership qui dépassaient les normes pour la Medal of Honor. Mais la décision tint. La comparaison statistique des réalisations de Paul avec le contexte plus large de la guerre blindée de la Seconde Guerre mondiale démontre à quel point son palmarès de combat était exceptionnel.
Les États-Unis produisirent environ 49 000 chars Sherman pendant la Seconde Guerre mondiale, un effort de production massif qui fournit aux forces américaines et alliées une supériorité numérique sur le blindé allemand. L'Allemagne produisit environ 6 000 chars Panther et 1 350 chars Tiger I. Sur le papier, les chars allemands étaient supérieurs en protection blindée et puissance de feu. Le canon de 75 mm du Panther pouvait détruire un Sherman à des distances dépassant 1800 mètres, tandis que le canon de 76 mm du Sherman nécessitait des distances inférieures à 1000 mètres pour pénétrer de façon fiable le blindage frontal du Panther. Le canon de 88 mm du Tiger était encore plus formidable. Mais Paul prouva que des tactiques supérieures, un entraînement d'équipage et un leadership agressif pouvaient surmonter des désavantages techniques. Ces 12 chars confirmés détruits incluaient plusieurs Panthers, le char allemand le plus redouté de l'infanterie américaine. Il détruisit ces véhicules techniquement supérieurs grâce à un meilleur travail d'équipage, un meilleur positionnement et des tirs plus rapides. L'exemple de Paul inspira toute une génération de tankistes américains à combattre agressivement, à réduire la distance où les avantages américains en fiabilité, cadence de tir et entraînement d'équipage pouvaient donc compenser des canons plus faibles et un blindage plus fin. Après s'être remis de ses blessures et avoir appris à marcher avec une jambe prothétique, Paul fit face à un choix concernant son avenir. Il pouvait accepter une libération médicale et retourner à la vie civile au Texas. Beaucoup de soldats auraient fait ce choix, ayant donné plus qu'assez au service de leur pays. Mais Paul aimait l'armée. Le militaire était devenu sa vie, sa carrière, son identité. Il était passé d'un fils de fermier sans perspective, au-delà de l'agriculture, au commandant de chars le plus réussi de l'histoire américaine. Il voulait continuer à servir. Paul se réengagea en juillet 1948, choisissant de rester dans l'armée malgré son handicap. L'armée reconnut sa valeur et ses sacrifices, l'assignant à des positions où son expérience et son leadership pouvaient bénéficier à la prochaine génération de tankistes. Paul servit dans divers rôles d'entraînement et de conseil, transmettant les leçons qu'il avait apprises au combat à des soldats qui combattraient dans de futurs conflits. Son expertise en tactique blindée, sa compréhension du tir de char et de la manœuvre et ses capacités de leadership en firent un instructeur inestimable. Paul prit sa retraite de l'armée le 19 septembre 1960, exactement 16 ans jour pour jour après sa bataille finale à Münster Busch. La coïncidence des dates ne fut pas planifiée, mais sembla appropriée. Il prit sa retraite avec le grade de Chief Warrant Officer 2, un témoignage de son expertise technique et de ses capacités de leadership. Sa carrière avait couvert 19 ans de service, de son engagement en juin 1941 à sa retraite en septembre 1960, incluant 3 mois de combat qui définirent sa vie et inspirèrent des générations de soldats américains. À la retraite, Paul s'installa à Killeen, Texas, près de Fort Hood, l'une des principales bases d'entraînement blindées de l'armée. Il resta connecté à la communauté militaire, assistant aux réunions de la 3e division blindée, correspondant avec des vétérans avec qui il avait servi et parlant occasionnellement à des audiences militaires de ses expériences de combat. Il était un homme de famille dévoué, élevant 8 enfants avec sa femme Evelyne, 4 fils et 4 filles. Le mariage qui avait commencé pendant une brève permission en décembre 1942 dura à travers les blessures de guerre et les défis de la vie militaire jusqu'à la mort de Paul. Mais la tragédie frappa la famille de Paul d'une manière qui faisait écho à son propre service de combat. Son fils, le capitaine Jerry Lynn Poole, Seigneur, suivit les traces de son père dans le service militaire et devint un officier des forces spéciales de l'armée. Jerry Poole servit au Vietnam pendant la période la plus intense de la guerre, menant des équipes de reconnaissance profondément en territoire ennemi dans le cadre du MACV-SOG, Military Assistance Command, Vietnam, Studies and Observations Group. Le MACV-SOG conduisait certaines des missions les plus dangereuses de la guerre, insérant de petites équipes au Laos, au Cambodge et au Nord-Vietnam pour recueillir du renseignement et conduire des opérations d'action directe. Le 24 mars 1970, le capitaine Jerry Lynn Poole servait comme chef d'équipe pour RT Pennsylvania, l'une des équipes de reconnaissance du MACV-SOG. Son équipe opérait dans la province de Ratanakiri, au Cambodge, à environ 22 km à l'intérieur du Cambodge, conduisant une reconnaissance des routes d'approvisionnement nord-vietnamiennes. L'hélicoptère transportant l'équipe de Poole essuya de lourds tirs ennemis. L'appareil fut touché, explosa et s'écrasa, tuant les 7 soldats à bord. Le capitaine Poole avait 29 ans.
Son corps resta au Cambodge, listé comme disparu au combat pendant plus de 25 ans. La recherche des restes du capitaine Poole devint partie de l'effort plus large pour rendre compte des militaires américains disparus en Asie du Sud-Est. Des équipes de récupération conjointes des États-Unis, du Vietnam et du Cambodge conduisirent de nombreuses recherches dans la zone du site du crash au cours des décennies suivant la guerre. Le 12 avril 1995, une équipe de récupération localisa des restes supposés provenir du crash de l'hélicoptère. Les restes furent transportés au US Army Central Identification Laboratory à Hawaï, où des spécialistes en médecine légale travaillèrent à les identifier grâce au dossier dentaire, à l'analyse ADN et à d'autres méthodes. Le 20 juin 2001, plus de 31 ans après sa mort, les restes furent positivement identifiés comme ceux du capitaine Jerry Lynn Poole, seigneur. Il rentrait enfin chez lui. Le capitaine Poole fut enterré avec les honneurs militaires complets au cimetière national d'Arlington. Son nom était inscrit sur le mur des disparus au mémorial d'Honolulu jusqu'à ce que ses restes soient récupérés et identifiés. Pour Lafayette Poole, la perte de son fils à la guerre fut dévastatrice. Il comprenait mieux que quiconque la nature du service militaire, les risques que les soldats acceptaient, la possibilité de la mort au combat. Mais la compréhension n'atténua pas la douleur de perdre un enfant. Lafayette Green Poole mourut le 30 mai 1991 à Killeen, Texas. Il avait 71 ans, ayant vécu près de 47 ans après sa blessure à Munster Bush. Il fut enterré avec les honneurs militaires, reconnu comme l'un des plus grands commandants de chars américains. Son héritage vécu dans les soldats qu'il avait entraînés, les tactiques qu'il avait prouvées et l'exemple qu'il avait établi pour un leadership agressif et efficace dans le combat blindé. En 1993, 2 ans après la mort de Paul, Fort Knox, Kentucky, le foyer de l'entraînement blindé de l'armée, dédia la salle de simulateur d'entraînement des conducteurs de chars en son honneur. L'installation fut informellement connue sous le nom de SSG, Lafayette J. Poole Room, assurant que chaque tankiste entraîné à Fort Knox apprendrait l'histoire de War Daddy et de son équipage. Le lieutenant-colonel Olin M. Brewster, qui avait servi avec Paul dans la 3e division blindée pendant la Seconde Guerre mondiale, donna le discours de dédicace. Brewster parle du courage de Paul, de sa brillance tactique, de son dévouement à son équipage et de son impact sur la guerre blindée américaine. La dédicace assura que l'histoire de Paul continuerait à inspirer les futures générations de tankistes américains. L'histoire de Paul atteignit un public encore plus large en 2014 avec la sortie du film Fury avec Brad Pitt. Le personnage principal du film, un commandant de chars Sherman nommé War Daddy, était explicitement inspiré de Lafayette Poole. La Texas State Historical Association confirma que le personnage était basé sur les expériences de combat et le style de leadership de Paul. Le film dépeignait la réalité brutale du combat de chars pendant la Seconde Guerre mondiale, les désavantages numériques et techniques auxquels faisaient face les tankistes américains contre le blindé allemand et les tactiques agressives que des hommes comme Paul utilisaient pour surmonter ces désavantages. Bien que le film soit une production hollywoodienne avec les licences dramatiques nécessaires, il introduisit l'histoire de Paul à des millions de personnes qui ne l'auraient peut-être jamais rencontré autrement. La description du film d'un équipage de chars Sherman combattant contre des chances accablantes, utilisant des tactiques supérieures et un travail d'équipage pour vaincre des chars allemands techniquement supérieurs, capturait l'essence de la philosophie de combat de Paul. Le leadership agressif du personnage de War Daddy, son refus de reculer, sa détermination à se rapprocher de l'ennemi et à le détruire avant qu'il ne puisse mettre à profit sa puissance de feu supérieure. Ces traits venaient directement du style de combat documenté de Paul et des témoignages de soldats qui avaient servi avec lui dans la 3e division blindée. L'héritage de Paul s'étend au-delà des films et des salles commémoratives. Son palmarès de combat reste inégalé dans l'histoire militaire américaine. Aucun autre commandant de chars américain de la Seconde Guerre mondiale, de Corée, du Vietnam ou d'un conflit ultérieur n'a approché le décompte de Paul de 258 véhicules ennemis détruits en seulement 83 jours de combat. L'improbabilité statistique de ces réalisations devient claire lorsqu'elle est examinée dans son contexte. Le char Sherman moyen dans le théâtre européen survivait environ 11 jours de combat avant d'être mis hors de combat ou détruit. L'équipage de Paul survécut 83 jours à travers 3 chars différents, continuant à combattre efficacement après chaque perte. L'équipage de chars américain moyen détruisait entre 1 et 3 véhicules ennemis pendant tout son service de combat.
L'équipage de Paul en détruisit 258. Le secret du succès de Paul ne résidait pas dans un équipement supérieur ou une force écrasante, mais dans les principes fondamentaux de la guerre blindée qu'il comprenait intuitivement et appliquait impitoyablement. Manœuvre agressive pour réduire la distance où les avantages techniques allemands en blindage et puissance de feu devenaient moins décisifs. Entraînement supérieur de l'équipage permettant une acquisition de cibles plus rapides, des tirs plus précis et de meilleures décisions tactiques sous pression. Refus absolu de céder du terrain ou de rompre le contact, forçant les équipages allemands à combattre à courte portée où les avantages américains en cadence de tir et coordination d'équipage pouvaient être décisifs. Volonté d'accepter le risque et de mener depuis le front, inspirant les subordonnés et forçant les forces ennemies à faire face à une menace agressive qui ne leur laissait jamais le temps d'établir des positions défensives ou d'utiliser efficacement leurs armes supérieures. Ces principes, prouvés dans les haies de Normandie et les plaines de France, devinrent une doctrine fondatrice pour les forces blindées américaines. Les tactiques de combat, rapprochées agressives que Paul a pionniers, influencèrent l'entraînement des commandants de chars tout au long de la guerre froide et jusqu'à l'ère moderne. L'accent sur l'entraînement de l'équipage, sur le développement du genre de précision synchronisée que l'équipage de Paul a démontré, devint central à la doctrine de guerre des chars américaines. La compréhension que des tactiques et un entraînement supérieur pouvaient surmonter une infériorité technique en équipement, prouvée de façon concluante par le palmarès de combat de Paul, façonna la pensée militaire américaine sur la guerre blindée pour des générations. L'impact de Paul s'étendit au-delà de la doctrine tactique, au domaine du leadership et de la culture militaire. Son refus d'accepter une commission, choisissant plutôt de combattre depuis un char que de commander depuis un quartier général, démontra un engagement à mener depuis le front qui devint un idéal pour les leaders militaires à tous les niveaux. Son dévouement à son équipage, sa sollicitude paternelle pour leur bien-être, combinée à ses exigences élevées pour leur performance, créèrent un modèle de leadership qui équilibrait le soin des subordonnés avec l'accomplissement de la mission. Sa poursuite agressive de l'ennemi, tempérée par une intelligence tactique et un positionnement soigné, montra que l'audace ne devait pas signifier la témérité, que l'agressivité correctement appliquée pouvait être la voie la plus sûre au combat. Le surnom « War Daddy » captura quelque chose d'essentiel dans le style de leadership de Paul. Il était simultanément la figure paternelle protectrice qui s'assurait que son équipage recevait le meilleur entraînement, équipement et soutien possible, et le guerrier agressif qui les menait dans les positions les plus dangereuses encore et encore. Son équipage lui faisait absolument confiance parce qu'il savait qu'il ne leur demanderait jamais de faire quoi que ce soit qu'il ne ferait pas lui-même, ne les enverrait jamais dans le danger tandis qu'ils restaient en sécurité, ne sacrifierait jamais leur vie avec négligence ou pour des objectifs insignifiants. Cette confiance, construite à travers des mois d'entraînement et validée dans des dizaines d'engagements de combat, créa un lien entre Paul et son équipage que la mort ne put briser. Les membres d'équipage qui survécurent aux 83 jours de combat de Paul portèrent ses leçons et sa mémoire tout au long de leur vie. Wilbert Richard, le conducteur de petite taille qui pouvait manœuvrer un Sherman dans des positions impossibles, retourna à la vie civile après la guerre, mais resta en contact avec les autres membres d'équipage et assista aux réunions de la 3e division blindée chaque fois que possible. Bertrand Close, le mitrailleur de proue adolescent qui s'était avéré si meurtrier avec sa mitrailleuse, retourna également chez lui et construisit une vie façonnée par ses expériences dans l'équipage de Paul. Delbert Boggs, le chargeur dont la vitesse et la fiabilité avaient donné au char de Paul sa cadence de tir exceptionnelle, porta le souvenir de son temps en tant que pup tout au long de sa vie d'après-guerre. Willis Oller, qui avait été transféré aux États-Unis et avait ainsi échappé à la bataille finale qui tua Paul Kenneth King et blessa Paul, vécut avec les émotions complexes de la culpabilité du survivant et du soulagement. Il avait été le tireur de Paul pendant la majeure partie de la période de combat de 83 jours, avait tiré les coups qui détruisirent des dizaines de véhicules ennemis, avait fait partie de l'équipage de chars le plus réussi de l'histoire américaine. Son transfert temporaire lui sauva la vie, mais signifia qu'il n'était pas là lorsque son équipage avait le plus besoin de lui, lorsque son remplaçant, Paul Kenneth King, mourut dans la tourelle où Oller servait normalement. Paul Kenneth King, le jeune tireur remplaçant d'Anderson County, Tennessee, qui servit avec l'équipage de Paul pour une seule mission, devint dans la mort un symbole de la nature aléatoire des pertes au combat.
King était expérimenté, capable, avait survécu à des combats précédents avec d'autres équipages. Il eut le malheur de remplacer Höller le 19 septembre 1944, lorsque le Panther allemand trouva sa cible. La mort de King à 20 ans dans le char de Paul pendant ce qui était supposé être une mission sûre avant que Paul ne rentre chez lui, illustra la vérité que Paul avait comprise depuis le début. À la guerre, la sécurité est une illusion. L'impact plus large du service de combat de Paul sur l'issue de la Seconde Guerre mondiale est difficile à quantifier, mais significatif. Les 258 véhicules ennemis que l'équipage de Paul détruisit représentaient un équipement qui ne pouvait pas être utilisé contre d'autres unités américaines. Des soldats allemands qui ne pouvaient pas continuer à se battre et des effets de morale des deux côtés qui s'étendaient bien au-delà de la situation tactique immédiate. Chaque char Almar que Paul détruisit était une menace de moins pour l'infanterie américaine avançant à travers les villages français. Chaque demi-piste ou camion allemand éliminé signifiait que moins de soldats allemands pouvaient être transportés vers des positions défensives. Chaque canon anti-char détruit sauva des vies américaines. Mais peut-être plus importante encore, l'exemple de Paul inspira d'autres tankistes américains à combattre plus agressivement, à prendre des risques calculés, à se rapprocher du blindé Almar plutôt que de s'engager à des distances où la supériorité technique allemande était décisive. L'effet cumulatif de milliers de commandants de chars américains appliquant les principes de Paul, même imparfaitement, multiplia son impact tactique à travers tout le théâtre européen. La transformation des tactiques blindées américaines qui se produisit pendant l'été et l'automne 1944, alors que les unités apprenaient à combattre plus agressivement et efficacement contre le blindé allemand, devait quelque chose au succès démontré de Paul. Le palmarès de combat de la 3e division blindée refléta l'influence de Paul. La division fut le fer de lance de l'avance de la Normandie à l'Allemagne, couvrant plus de terrain et détruisant plus d'équipements ennemis que la plupart des autres divisions blindées américaines. Les tactiques agressives de la division, sa volonté de prendre des risques et de pousser profondément en territoire allemand, créèrent une culture d'action offensive que Paul exemplifia. Bien que de nombreux facteurs contribuèrent au succès de la division, l'exemple établi par son commandant de char le plus réussi joua certainement un rôle dans la formation de l'éthos de combat de la division. L'histoire de Paul illustre aussi le récit plus large du succès américain dans la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis entrèrent en guerre avec un équipement qui était à bien des égards inférieur aux armes allemandes. Le char Sherman était moins bien armé et moins blindé que les Panthers et Tigers allemands. Les soldats américains étaient souvent moins expérimentés que leurs adversaires allemands qui combattaient depuis 1939. La doctrine tactique allemande, développée à travers des années d'expérience de combat, était à bien des égards supérieure à la doctrine américaine au début de la campagne. Mais l'Amérique possédait des avantages qui s'avérèrent finalement décisifs. La capacité industrielle, qui pouvait produire 49 000 chars Sherman contre 6 000 Panthers pour l'Allemagne, signifiait que les forces américaines pouvaient remplacer des pertes qui étaient catastrophiques pour les unités allemandes. Les systèmes d'entraînement qui mettaient l'accent sur la coordination d'équipage et les opérations d'armes combinées signifiaient que les unités américaines, bien que peut-être moins individuellement compétentes que les formations d'élite allemandes, combattaient plus efficacement en équipe. Une culture qui valorisait l'initiative et l'action agressive à tous les niveaux signifiait que des hommes comme Paul pouvaient s'élever en fonction de leur capacité démontrée plutôt que de leur héritage aristocratique ou de leur connexion politique. Paul incarna ces avantages américains. Il était un fils de fermier du Texas, sans héritage militaire, ni relation sociale, qui s'éleva pour devenir le commandant de char le plus efficace de l'histoire américaine grâce à la compétence, l'agressivité et le leadership. Son équipage, issu de toute l'Amérique, représentait la diversité que l'idéologie nazie prétendait être une faiblesse, mais qui s'avéra être une force. Ensemble, ils démontrèrent que des tactiques, un entraînement et une détermination supérieure pouvaient surmonter une infériorité technique en équipement. Le contraste entre l'approche du combat de chars de Paul et les tactiques allemandes typiques éclaire différentes cultures et philosophies militaires. La doctrine du blindé allemand mettait l'accent sur la supériorité technique de leurs véhicules, encourageant les commandants de chars à s'engager à longue portée où leurs canons et blindages supérieurs fournissaient des avantages décisifs.
L'entraînement allemand se concentrait sur la compétence individuelle et la maîtrise technique. La culture militaire allemande valorisait le suivi des ordres et le maintien de la discipline de formation. L'approche de Paul inversait ces principes. Il annulait les avantages techniques allemands en réduisant les distances où ils devenaient insignifiants. Il mettait l'accent sur la coordination d'équipage plutôt que sur la compétence individuelle, comprenant que 5 hommes travaillant en parfaite synchronisation pouvaient vaincre 5 hommes individuellement compétents travaillant indépendamment. Il valorisait l'initiative et l'action agressive plutôt que la discipline de formation, opérant souvent seul ou avec un soutien minimal plutôt qu'en attendant des attaques coordonnées avec d'autres unités. Ces approches contrastées reflétaient des différences plus larges entre les cultures militaires américaines et allemandes. Le militaire allemand, façonné par des siècles de tradition prussienne, valorisait la hiérarchie, la discipline et l'excellence technique. Le militaire américain, façonné par la tradition frontalière et les valeurs démocratiques, valorisait l'initiative, l'adaptabilité et les résultats pratiques. Paul réussit parce qu'il incarna l'approche américaine et l'appliqua impitoyablement contre un ennemi façonné par des valeurs différentes. La validation ultime de la philosophie tactique de Paul vint de l'issue plus large de la guerre. La supériorité technique allemande dans la conception des chars n'empêcha pas la défaite allemande. Les Panthers et Tigers, techniquement supérieurs qui dominèrent pour la production de blindés allemands en 1944 et 1945, ne purent compenser la faiblesse industrielle de l'Allemagne, sa surextension stratégique et les effets cumulés de années de pertes au combat. Les Sherman américains, raillés par certains historiens comme des pièges mortels inférieurs, jouèrent un rôle crucial dans la défaite de l'Allemagne en appliquant des nombres supérieurs, un meilleur entraînement d'équipage et des tactiques plus agressives. L'histoire de Paul complique les récits simplistes sur la guerre des chars américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Sherman a été dépeint dans la culture populaire comme un piège mortel mal conçu qui fit tuer des soldats américains à cause d'une puissance de feu et d'une protection blindée inférieure. Ce récit contient une part de vérité. Le Sherman était moins bien armé et moins blindé que les chars moyens et lourds allemands. Les équipages de chars américains subirent de lourdes pertes et de nombreux chars Sherman furent détruits au combat. Mais le palmarès de Paul démontre que le Sherman, entre les mains d'un équipage bien entraîné et agressif, était un véhicule de combat hautement efficace. Paul détruisit 258 véhicules ennemis, dont 12 chars, en combattant depuis 3 Sherman différents sur 83 jours. Il survécut à 3 pertes complètes de chars et continua à combattre efficacement après chacune. Le taux de succès de son équipage dépassa de loin tout ce qui fut accompli par des équipages dans des chars allemands techniquement supérieurs. La leçon est claire. Dans la guerre blindée, comme dans la plupart des aspects du combat, la qualité de l'équipage compte plus que les spécifications de la machine. Cette leçon a des implications au-delà du combat de chars de la Seconde Guerre mondiale. À chaque ère de la guerre, les établissements militaires luttent avec l'équilibre entre l'excellence technique de l'équipement et l'entraînement efficace du personnel. La tentation existe toujours de rechercher des solutions technologiques aux problèmes tactiques, de croire qu'un équipement supérieur peut compenser un entraînement inférieur ou de mauvaises tactiques. Le palmarès de Paul reste une réputation permanente de cette croyance. Le meilleur équipement au monde, entre les mains d'un équipage mal entraîné ou timidement mené, perdra face à un équipement inférieur utilisé agressivement par des soldats bien entraînés. Les armées modernes étudient encore le palmarès de combat de Paul et en extraient des leçons applicables à la guerre contemporaine. Les principes que Paul a démontrés restent pertinents à une ère de systèmes informatisés de contrôle de tir, de blindage composite et de munitions guidées. Manœuvres agressives pour se rapprocher de l'ennemi et combattre à des distances qui annulent leurs avantages. Entraînement supérieur de l'équipage mettant l'accent sur la coordination et la prise de décision rapide. Leadership qui inspire confiance et maintient le moral dans les conditions les plus difficiles. Ces principes transcendent les technologies spécifiques et les situations tactiques. La salle de simulateur d'entraînement des conducteurs de chars à Fort Knox, dédiée à la mémoire de Paul, assure que ces leçons continuent d'atteindre de nouvelles générations de tankistes américains. Chaque soldat qui s'entraîne à Fort Knox apprend à connaître Lafayette Pool, ses tactiques, son leadership et son palmarès de combat. La SSG Lafayette J Pool Room sert à la fois de mémorial et de salle de classe. Un endroit où l'héritage de Paul vit à travers l'éducation des soldats qui combattront dans des conflits qu'ils n'auraient jamais pu imaginer avec des armes qu'ils n'auraient jamais pu concevoir.
L'histoire de Paul sert aussi de rappel du coût humain de la guerre et de la nature arbitraire de la survie au combat. Paul survécut à 83 jours de combat, 3 pertes de chars, des dizaines de situations critiques où les obus allemands le manquèrent de quelques centimètres ou ne pénétrèrent pas lorsqu'ils auraient dû. Il détruisit des centaines de véhicules ennemis et tua plus de 1000 soldats ennemis. Mais à la fin, il perdit sa jambe à cause des tirs allemands et vit son tireur remplaçant mourir dans ce qui était supposé être une mission sûre avant de rentrer chez lui. Le caractère aléatoire de qui vit et qui meurt au combat, la façon dont la survie dépend souvent plus de la chance que de la compétence, imprègne l'histoire de Paul. La mort de Paul Kenneth King, le 19 septembre 1944, alors qu'il servait à la place de Willy Soler comme tireur, de Paul souligne ce caractère aléatoire. King n'était pas un membre régulier de l'équipage de Paul. Il remplaçait parce qu'Oller avait été transféré aux États-Unis. King était expérimenté et capable, avait survécu à des combats précédents, mais il se trouva être dans le char de Paul le jour où la visée d'un panthère allemand fut exacte. Si Oller avait été là, il serait peut-être mort à sa place. Ou peut-être que la plus grande expérience d'Oller avec l'équipage de Paul aurait fait une petite différence dans la bataille qui aurait changé l'issue. Ces questions n'ont pas de réponse. King mourut, Oller vécut, et les deux issues furent finalement le résultat de décisions prises par des officiers du personnel de l'armée qui n'avaient aucun moyen de connaître les conséquences de leurs actions administratives de routine. La propre survie de Paul à travers 83 jours de combat, suivie de sa blessure le jour qui était supposé être le plus sûr pour lui, porte des ironies similaires. Il survécut lorsqu'il était le plus exposé, debout dans la tourelle ouverte, menant des attaques de fer de lance, se rapprochant à bout portant du blindé allemand. Il fut blessé lorsqu'il était supposé rester sur le flanc, éviter le danger, survivre un jour de plus avant de rentrer chez lui. La leçon, s'il y en a une, est qu'au combat, il n'y a pas de position sûre, aucun moyen de garantir la survie sauf ne pas être là du tout. Paul comprit cette vérité depuis le début. La sécurité est une illusion. La seule façon de survivre est de combattre agressivement, de tirer le premier, de se rapprocher de l'ennemi et de le détruire avant qu'il ne puisse vous détruire. Cette philosophie maintint Paul en vie pendant 83 jours et fit de lui le commandant de chars américain le plus réussi de l'histoire. Elle lui coûta aussi sa jambe et tua un de ses membres d'équipage. Que le prix valait la peine d'être payé dépend du point de vue. D'un point de vue purement tactique, le service de combat de Paul fut extraordinairement précieux pour l'effort de guerre américain. D'un point de vue personnel, Paul paya un prix lourd pour son succès et vécut avec les conséquences pendant près de 50 ans. Ces deux vérités coexistent sans contradiction. La décision de Paul de se réengager en 1948 et de continuer à servir dans l'armée malgré son handicap suggère qu'il trouva un sens et un but dans son service militaire qui transcenda les coups physiques et émotionnels. Il avait été transformé par son expérience de guerre d'un fils de fermier texan en soldat, d'un soldat en commandant de char, d'un commandant de char en légende. L'armée devint son identité, sa carrière, l'œuvre de sa vie. Retourner à la vie civile, à l'agriculture ou à l'ingénierie ou quelque autre occupation ordinaire devait sembler impossible pour un homme qui avait vécu ce que Paul avait vécu, accompli ce que Paul avait accompli et survécu à ce à quoi Paul avait survécu. Ses 19 ans de service militaire de 1941 à 1960 couvrirent la transformation de l'Amérique d'une nation isolationniste avec une petite armée en temps de paix à une superpuissance mondiale avec des engagements militaires à l'échelle mondiale. Paul s'engagea avant Pearl Harbor lorsque l'armée s'entraînait encore avec des fusils en bois et un équipement obsolète. Il prit sa retraite pendant la guerre froide lorsque l'armée était équipée d'armes nucléaires et déployée à travers le globe. Il fut témoin et participa à l'expansion et à la transformation les plus significatives de la puissance militaire américaine de l'histoire. Sa mort en 1991, juste quelques mois avant l'effondrement de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide, clôtura un chapitre de l'histoire militaire américaine qu'il avait aidé à écrire. Les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, des hommes comme Paul, qui avaient combattu pour vaincre le fascisme et préserver la démocratie, commençaient à disparaître en grand nombre au début des années 1990. Leur génération avait littéralement sauvé le monde de la tyrannie nazie, avait reconstruit l'Europe et le Japon à travers le plan Marshall et les politiques d'occupation, avait établi l'ordre international qui définit la seconde moitié du XXe siècle. La génération de Paul, testée dans le creuset de la guerre totale,
prouva que la démocratie pouvait combattre et gagner contre le totalitarisme, que les sociétés libres pouvaient égaler l'efficacité militaire des dictatures, que les valeurs américaines valèrent la peine d'être défendues et de mourir pour elles. L'héritage de Paul, incarné dans son palmarès de combat, son exemple de leadership et les soldats qu'il a entraînés pendant son service d'après-guerre continuent d'influencer la culture militaire américaine. Les tactiques agressives qu'il a pionniers restent centrales à la doctrine blindée américaine. L'accent sur l'entraînement de l'équipage et la coordination qu'il a démontré continue de définir la guerre des chars américaine. Le modèle de leadership qu'il a fourni, combinant soins paternels pour les subordonnés avec des exigences élevées et l'exemple personnel, reste un idéal pour les leaders militaires à tous les niveaux. Mais peut-être que l'héritage le plus important de Paul est plus simple et plus personnel. Il prouva qu'un Américain ordinaire, un fils de fermier du Texas sans avantage ni privilège particulier, pouvait, à travers le courage, la compétence et la détermination, devenir extraordinaire. Il démontra que le leadership émerge du caractère et de l'action, pas de la naissance ou du grade. Il montra que dans l'ultime test du combat, ce qui compte n'est pas l'arme que vous portez, mais le courage que vous possédez et l'entraînement que vous avez maîtrisé. Ces leçons transcendent le service militaire et parlent de valeurs américaines plus larges sur la réalisation individuelle, l'opportunité démocratique et le potentiel des gens ordinaires à accomplir des choses extraordinaires. Lafayette Greenpool, War Daddy, le fils de fermier texan qui devint le commandant de chars le plus meurtrier de l'Amérique, mérita sa place dans l'histoire militaire à travers 83 jours de combat qui restent inégalés dans la guerre blindée américaine. Son histoire, préservée dans les archives militaires, les témoignages des survivants et maintenant dans la culture populaire à travers des films et des mémoriaux, continue d'inspirer et d'instruire. Les leçons qu'il enseigna à travers son exemple sur l'action agressive, l'entraînement supérieur et le leadership efficace restent pertinentes des décennies après sa mort. Son héritage vit dans chaque tankiste américain qui apprend son histoire, étudie ses tactiques et s'efforce de correspondre à son exemple de courage, sous le feu et de dévouement au devoir. En fin de compte, l'histoire de Paul parle de plus que des chars et des tactiques, de plus que des décomptes de destruction et des palmarès de combat. Elle parle de la transformation d'un jeune homme d'une ferme du sud du Texas en un guerrier qui mènerait depuis le front, combattrait avec une agressivité sans égale et inspirerait des générations de soldats. Elle parle du lien entre les membres d'équipage qui se faisaient confiance avec leur vie et combattaient comme une seule unité à travers des mois de combats implacables. Elle parle du coût de la guerre mesuré en jambes perdues et vie terminée et famille à jamais changée. Elle parle d'une Amérique qui pouvait prendre des files de fermiers et des étudiants, des ouvriers d'usine et des enseignants, et les forger en la force militaire qui vainquit le fascisme et préserva la démocratie. Les 258 véhicules ennemis détruits par Lafayette Pool, ces 12 chars confirmés détruits, ces 1000 soldats ennemis tués, ces 250 prisonniers capturés. Ces nombres racontent une partie de son histoire. Mais l'histoire complète inclut son refus d'accepter une commission pour pouvoir combattre depuis un char, son dévouement à son équipage et leur confiance absolue en son leadership, sa survie à travers 3 pertes de chars et sa détermination à continuer à combattre après chacune, sa décision de se réengager malgré son handicap et de servir encore 12 ans, son influence sur des générations de tankistes américains qui apprirent ses tactiques et étudièrent son exemple, la perte de son fils à la guerre au Vietnam, connectant son service de la Seconde Guerre mondiale au conflit de la génération suivante, sa mort en 1991, ayant été témoin de la victoire de l'Amérique dans la guerre froide qui suivit la guerre chaude où il se fit un nom. L'histoire complète parle d'une vie définie par le service, le sacrifice et le leadership. Elle parle d'un homme qui trouva sa vocation dans le chaos du combat, qui découvrit qu'il possédait des dons pour la pensée tactique et l'action agressive qui le rendirent exceptionnel. Elle parle du prix de ces dons payés en douleur et en sang et en la mort d'hommes qui combattirent à ses côtés. Elle parle d'un héritage qui s'étend bien au-delà de sa propre vie, influençant la doctrine militaire, inspirant des soldats et démontrant le potentiel des Américains ordinaires à devenir extraordinaires lorsqu'ils sont testés par l'ultime défi du combat. Lafayette Greenpool, sergent-chef, armée des États-Unis, Chief Warrant Officer, 2 à la retraite, titulaire de la Distinguished Service Cross, de la Legion of Merit, de la Silver Star, de la Purple Heart, de la Fourragère belge et de la Légion d'honneur française. Destructeur de 258 véhicules ennemis en 83 jours de combat. Le commandant de chars le plus meurtrier de l'Amérique. War Daddy,
pour son équipage et légende pour l'armée qu'il servit. Mort le 30 mai 1991 à Killeen, Texas. Il avait 71 ans. Il laissa derrière lui sa femme Evelyn, 8 enfants et un héritage militaire qui perdurera aussi longtemps que les armées étudieront l'art de la guerre blindée. Son histoire, d'une ferme du sud du Texas au champ de bataille de France à la salle commémorative de Fort Knox, représente le meilleur de la tradition militaire américaine. Courage au combat, dévouement au devoir, leadership par l'exemple, sacrifice pour la patrie. Ces valeurs, incarnées dans la vie et le service de Paul, continuent d'inspirer et d'instruire. La guerre de War Daddy s'est peut-être terminée le 19 septembre 1944, mais son héritage perdure. Cette réponse est générée par l'intelligence artificielle, à titre indicatif seulement.